Ça va, toi? Tu peux dire de la merde, je vais le couper de toute façon. Alors, comment il va ce soir? Alors, bonjour tout le monde. Comment ça va, professeur? Très bien, général. Je suis déjà en train de rigoler en pensant à notre générique qu'on vient de trouver. C'est ça nous a demandé un gros travail d'ingénierie. Non, mais c'est bon, je crois qu'on a trouvé notre générique, on est bon. Super. Bon, général, je suis super content de t'avoir en face de moi. On s'est réunis ce soir pour à la fois boire une bonne bière, puis discuter un peu de santé mentale en général, et puis un peu comme des bons potes autour d'une bière dans un bar. Donc voilà un peu le concept. Ouais, t'as bien résumé ça, merci. Donc aujourd'hui, comme t'as dit, on va commencer par goûter les binouses. Voilà, ça c'est important pour se mettre bien. Bien sûr. Après, le sujet du jour, ce sera du coup le TP. J'en dis pas plus. On va se faire ça un petit temps d'échange sympa. Tu vas me poser 2-3 questions. 4, 5, 6 questions, 7, 8. C'est ça, on verra bien en fonction aussi de la bière et de notre énergie de ce soir, mais le but c'est de faire un peu le tour du sujet quand même. Ouais, ça roule. Et du coup, après on finira par un petit partage autour de peut-être de films, de lectures, de trucs qu'on peut nous marquer, nous parler un petit peu. Moi je sais déjà ce que tu vas dire, général. Ouais, je sais que tu sais. Je sais que tu sais que je sais. En fait, j'ai hyper soif. Est-ce qu'on commencerait pas déjà par cette bière? Allez, vas-y. Donc c'est toi qui rince ce soir? C'est ça, c'est moi qui rince. Merci bien. Comme d'habitude. Avec une porteur express de chez Blackport. Ouais. Et une cuque insolite, et je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais faire mon casse-pied, mais ça doit être Backport. J'ai dit Blackport. Et c'est des gens du Doubs. T'as tapé dans le local. On dit pas Doubs? Du Doubs. C'est des Doubsiens. C'est ça? Des Doubsistes? Des Doubsistes. Des Doubsards. Ok. Alors je vais peut-être pas ouvrir les deux d'un coup, non? Ah oui, on fait moite-moite. On fait moite-moite celle-là, ouais, ça marche. Quelle couleur ça a alors, général? Alors celle que tu viens de servir, t'as fait une moite-moite bizarre là, si? Non? Ouais, j'ai fait couleur jaune pisse et moite-moite 2 tiers, 1 tiers. Ouais. Attends. Non. Hop là, parfait. Ça c'est du moite-moite de généreux. C'est ça. Oui, si c'était mon verso là, je ne sais pas. C'était plutôt l'inverse. C'est ça. Non. Eh ben, donc là on a commencé par la cuque. Ce serait pas dijonnois la cuque? Non, je pense que c'est du coin à mon avis. 25, oui, ouais. Même pouiller les vignes la cuque carrément. Ouais, pouiller les vignes. On dit pas où on habite, mais c'est pas très loin. C'est pas loin du tout. Eh ben, elle a une belle couleur. Allez. À la vôtre, général. Eh ben, elle est assez trouble quand même. Ouais. Ça montre que c'est de la vraie. De la flotte de la région. Et la cuque insolite. Ouais. Eh ben, on verra. Citra, c'est un de mes houblons préférés, le Citra. Ok. Bon, moi, je connais pas les houblons. Ou les IPA, ça a un bon petit goût d'agrumes, et c'est parfait. Tu veux parler d'IPA? Ok, ça marche. On parlera peut-être de l'IPA un autre coup. Ouais. Peut-être un jour. On vous dit pas plus, un bon teaser. Bon alors, oui, général, parce que c'est bien beau de boire des bières, mais on va peut-être pas faire de la SMR toute la soirée avec la bière. Cool. On n'a pas venu que pour ça. Du coup. Le but, c'était de parler de l'ETP. Ouais. Moi, je voulais définir un peu comment on allait s'organiser ce soir, mais en tout cas, voilà, on s'est déjà ouvert la bière, on a pu boire un coup. Ensuite, j'aimerais bien qu'on parle un peu des bases de l'ETP, quoi, les définitions, un peu l'histoire, qui a inventé ça. Ensuite, j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'ETP sous les différentes formes que ça peut prendre. Ok. Et puis peut-être axer en partie l'ETP sur la santé mentale, parce que c'est un peu le sujet du podcast. Ok. Donc voilà, même si je pense que tu auras peut-être des réticences à ce plan-là. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Moi, ce que je voulais... Parce que j'aime pas la santé mentale. Et on n'est pas là pour parler de ça. Le truc, c'est, est-ce que tu peux déjà nous définir ce que c'est l'ETP, quoi? Ouais, alors pour te le définir, je vais... Ça commence déjà mal. Te décrire d'où ça vient et de quand ça date. Donc toi, tu sais depuis combien de temps ça date, l'ETP? 100 ans. Waouh, 100 ans, bravo. Ouais, 1922. Et en fait, ça vient du médecin qui a accompagné un enfant et sa famille pour le premier traitement par insuline d'un enfant qui souffrait de diabète de type 1.
Et du coup, l'objectif de ce médecin-là, c'était d'aider le patient et donc son entourage à bien gérer son traitement, à bien gérer sa maladie, donc à lui apprendre, à l'aider à adapter, à prévenir, à traiter. Voilà un petit peu les objectifs de ce médecin-là. Et du coup, c'est pour ça que je te parle de ça, c'est que les objectifs, la définition actuelle de l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, voilà, comme son petit sobriquet, c'est aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique et de tête. Ok, putain. Non, je ne triche pas. Comment? Non, pas du tout. J'ai vu ton regard. T'as entendu cliquer la souris? Peut-être. Ça m'étonnerait. Peut-être. Oui, ça fait 5 minutes que je ne te regarde plus, c'est ça. C'est ça. Tu n'es pas très beau, professeur. Et du coup, voilà, donc on retrouve bien le fait d'aider les patients. On parle de compétences dans l'idée d'apprendre, d'adapter, enfin voilà, d'accompagner vers l'autonomie. Et on parle de maladie chronique parce que le TP, ça concerne la maladie chronique. Alors, je t'ai pas dit ce que voulaient dire les 3 petites lettres TP, peut-être? Non. Eh ben, c'est de l'éducation thérapeutique du patient. Qu'est-ce que ça t'inspire, éducation thérapeutique du patient? Eh ben, éducation, moi je trouve que ça fait un peu éducation câline. Waouh. Ça fait un peu genre, je te jette des croquettes et... Eh ben, c'est ça. C'est Ok. voilà, l'outil pédagogique principal, ce sont les croquettes. Des croquettes, ok. Voilà, poisson, bœuf, peu importe, mais croquettes. Non. Pour achat stérilisé. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je suis pas... En fait, ça souffre de beaucoup d'idées reçues éducation thérapeutique du patient, et je pense que la terminologie utilisée pour en parler, ça contribue à ça. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu éducation canine, comme tu as dit, mais c'est pas la partie que tu préfères le plus. Thérapeutique, bah ça me parle. Hein. Ouais. La thérapie, en tout cas, c'est quelque chose en vue d'aider, de guérir, de soigner, d'accompagner. Ok, ça on prend. Ouais. Puis du patient. Bah oui, parce que sans ça... Ouais. Ouais. De plus en plus, le terme de patient me convient de moins en moins. Ouais. Ouais. Je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, mais généralement j'essaie de plus trop l'employer non plus. Plutôt personne ou les gens. Mais Et toi là-bas? autre chose que patient. Ouais. On n'est pas très bien en général parce qu'on a déjà deux des 3 termes. Ouais, on n'est pas d'accord. On n'aime pas trop. Voilà. Mais ce qui compte, et c'est ça qui est cohérent du coup, ce qui compte avec le TP, c'est beaucoup sur le fond, sur ce qu'il y a derrière, sur le sens qu'on y met, plus que sur les mots qu'on peut utiliser dans ces temps-là. Ok. Et ça, je pense que c'est vraiment un peu un fil rouge, on va en reparler plein de fois de tout ça. Ok. Mais ouais. Et puis alors, ton petit patient diabétique, il est devenu quoi? Ah ben, je suis pas de patient diabétique, voilà. Le petit patient diabétique du Ah, le petit docteur, jeune Ah non, ouais. mais... Alors, le petit jeune... Tu pensais que je parlais de quoi? Mais je ne sais pas, tu me parles de patient diabétique. J'imagine qu'il est mort. Ah ben maintenant oui, Bravo. parce que c'était... Le TP l'a pas sauvé. Ah non, mais il a pas... il aurait presque peut-être 107 ans, 108 ans, je crois. Et si le TP c'était vraiment bien, Il serait vivant. Il serait encore vivant. C'est vrai, t'as raison. Mais à l'époque, il le faisait mal, c'est pour ça. Ah, on le ok. fait vachement mieux maintenant. C'est parce que c'est les Américains qui le faisaient mal. Alors, je rentrerai pas dans ce débat-là avec Ok. toi. On commence déjà avec les fions. Ouais. Ok. Donc, 1922, Ouais. un toubib, un diabétologue. Ouais. Alors- Diabétologue, c'est un hasard? Je sais plus s'il était vraiment diabétologue, mais en tout cas, c'est fort. Ouais, il y a des chances quand même. Je sais plus, j'ai plus tellement l'info. Alors. Ouais, je sais pas marqué dans ma fiche. non, j'ai plus en tête. En fait, ce soir, on vous lit uniquement les fiches Exactement, Wikipédia. on est à fond Voilà. connecté sur Wikipédia. Non, je crois pas qu'ils en parlent. Ok. Non, c'est plutôt les travaux du professeur Grimaldi, je crois. Ça date de mon diplôme universitaire. Alors, tu vois, ça fait un petit moment, mais il me semble. Mais alors, pourquoi moi, j'ai pensé qu'il était diabétologue? Eh ben, parce que t'es pas très mal. Non, parce qu'en fait, effectivement, ça vient beaucoup du monde de la diabéto. Parce que, on s'est rendu compte que le TP, en fait, c'est accompagner les gens vers de meilleures connaissances de leur pathologie. Il y a un chat, minou. Accompagner les gens vers une meilleure connaissance de leur pathologie, une meilleure connaissance d'eux-mêmes aussi, c'était vraiment bénéfique et ça a commencé par là parce que les gens deviennent très... avant, le petit de 7 ans, il vivait pas très longtemps, il y a 100 ans, enfin avant l'insuline, quoi. Et donc, comme c'était un nouveau traitement, il a fallu adapter aussi, je pense. Est-ce que c'était vraiment bien de les sauver, en général?
Je ne rentrerai pas dans ce débat-là avec vous, professeur. Est-ce que c'est pas la sélection naturelle? Voilà. Est-ce que le TP ne vient pas bousculer un certain ordre établi? Eh ben, peut-être. Est-ce que les gens qui font l'OTP seraient tous des dieux? On va pas poser la question, du coup. Non, mais après, pour continuer à contextualiser un petit peu, j'avais lu, voilà, on parlait du coup de 1922. Alors, je sais pas si on se représente bien ce que pouvait être un peu la médecine à ce moment-là, ou la relation, enfin, c'est sûr que ça peut paraître un peu caricatural, mais la relation médecin-patient, médecin-malade à ce moment-là, mais juste comme ça, d'anecdote, j'avais pu voir un bouquin de 1941, voilà, aux États-Unis. Voilà. Le premier manuel pour les médecins généralistes et le patient. C'est l'intitulé de cet ouvrage. Et en fait, il décrivait la posture que le médecin avait et la relation. Et c'est intéressant de voir que, alors que, donc, tout à l'heure, en 1922, on était dans quelque chose de plutôt transmissif et d'accompagnement. Là, on se rend compte qu'il y avait vraiment, dans ce manuel-là, une posture qui était très verticale et autoritaire, avec un rapport maître-élève. Avec des vraies valeurs. Avec des vraies valeurs, ça c'est à l'ancienne, quoi. Il n'y a qu'un expert, c'est le soignant, et le patient, c'est un ensemble d'organes. Il n'y a pas besoin de comprendre, il a juste besoin d'être passif, exécutif. Voilà, je vous fais une prescription, vous faites ça. Pas besoin de comprendre, pas besoin d'explication. Presque même exécuté aux États-Unis. Exécuté, ouais, presque exécuté. Il n'y avait pas de droit des patients, il n'y avait pas d'accès à la connaissance pour critiquer ça. C'était vraiment, le médecin était... Oui, une posture très asymétrique, très verticale, voilà, toute puissante. Et il n'y avait pas besoin d'expliquer. Et ça, c'est vraiment un contre-pied. Le TP, et ça s'inscrit, enfin, ça vient pas par hasard, et je pense que c'est pas par hasard qu'on en est là aujourd'hui, parce que ça s'inscrit dans une vraie évolution sociétale. Donc là, je réponds à des questions que tu ne m'as pas posées. C'est vrai. Voilà, d'accord. Voilà. Donc c'est une vraie évolution sociétale. Mais de quelle évolution sociétale tu parles? Mais c'est la révolution. 1789. Bon, un peu après. Ok. Mais bon, voilà. Mais 68. Il y a de l'idée quand même. Non, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée dans le partage des connaissances. Donc on était là-dedans, c'est des lumières, tout ça comme. Je sais que tu as des idées. Voilà, tu connais. Voilà, bref. Je sais que tu sais que voilà. Et on va pas rentrer dans ce débat. Non. Ça fait beaucoup de débats qu'on évite. Ça va pas durer longtemps ce podcast si on évite de parler. Si on évite tous les débats, nous n'irons pas très loin. Et ouais, non, mais en fait, faut voir que la connaissance médicale, du coup, voilà, c'est comme ça que j'allais l'appeler, c'est quand même intéressant. Mais la connaissance scientifique autour de données et d'informations médicales était strictement réservée aux médecins à la base. À tel point qu'elle n'était pas partagée dans les autres corps de métier parce qu'il n'y en avait pas. C'est-à-dire que les paramédicaux n'existaient pas, c'était des bonnes sœurs. Et en fait, elles n'avaient pas accès à une formation à proprement parler. Et ça date que de la fin du 19e siècle, où il y a eu des vraies formations pour les paramédicaux et qu'on a commencé à transmettre des informations. Même si on les transmettait à ce moment-là pas aux patients, on commençait à les transmettre à d'autres personnes que les médecins. Ouais, moi, j'avais imaginé que les paramèdes existaient en fait depuis que les médecins existaient. Ben, en fait, pas formalisé, pas formé, en tout cas, comme ça n'était pas reconnu non plus. Nightingale, Florence Nightingale, c'est une des premières... Non, tu connais pas? Oh, bah alors... Je t'ai déjà entendu en parler, mais... Ouais, ben, les médecins ont le serment d'Hippocrate et en fait, les infirmières ont le serment de Florence Nightingale. Sauf que ça, il a vieilli un peu quand même, parce que c'est obéissance et tais-toi. En gros, c'est ça. Plutôt pas mal. Ça dépend d'où tu te places. Ça dépend d'où tu te places. Mais voilà, donc c'est ça de voir. Enfin, je trouvais ça intéressant de voir un petit peu l'évolution du partage des connaissances, qui est vraiment un parallèle à faire avec l'éducation thérapeutique. Donc, tiens là. Le titre, par exemple, les premiers paramédicaux, ce sont les infirmières. D'abord infirmières, historiquement, après infirmiers. Mais ça date de quand, le premier titre d'infirmier diplômé d'État? J'imagine, si j'essaie de réfléchir bien, j'imagine que déjà pendant la Première Guerre mondiale, il devait y avoir des infirmiers. Donc j'imagine que c'est antérieur, je dirais fin du 19e. Peut-être plutôt en France. France, ouais, fin du 19e. 1922. Ok, il n'y avait pas d'infirmiers avant. Bah c'était des bonnes sœurs, quoi. Ok. Bah ouais. Ah, je savais pas.
Ouais, c'était comme ça, c'était des bonnes sœurs. Et donc, enfin voilà, il y a eu les écoles qui se sont créées, donc c'était des médecins qui donnaient des cours, ce qui n'est plus le cas maintenant dans les écoles d'inf, hein, c'est beaucoup des infs qui donnent... Bon, bref. Ouais. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui se transmet, et puis du coup, les infirmiers en pratique avancée, ouais. qui ont maintenant accès depuis 2018 aux amphis des étudiants en médecine. C'est la seule formation paramédicale qui s'incruste dans les amphis. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est encore un nouveau palier vers le partage des connaissances médicales. Et donc, on peut tout à fait faire le parallèle entre ce partage-là et puis l'évolution sociétale au plus large. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 ? La révolution culturelle. La révolution culturelle, exactement. Avec la remise en cause de l'autorité, de la hiérarchie. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir un peu plus sur la place des patients. Que s'est inscrite, alors je ne vais pas citer les auteurs là, mais s'est inscrite une démarche un peu plus humaniste dans le soin. Ouais. Et ETP et humanisme, c'est très lié. Je pense que c'est pour ça que ça te parle. Et que ça me parle aussi. On va dire oui. Ouais. Oui, c'est ta posture soignante. Donc voilà. Et puis dans les années 90, ils sont arrivés des grands concepts qui ont été le concept d'autonomie du patient, qui n'était pas forcément là. La notion de consentement. Ouais. Alors le consentement, c'est pas rien, parce qu'en fait, le consentement, ça veut dire qu'on implique le patient, qu'on donne au patient un pouvoir décisionnaire. Ouais. Et donc, pour qu'il ait un pouvoir décisionnaire, il faut qu'il comprenne. Ouais. Et donc, il faut l'expliquer. C'est le choix éclairé. En tout cas, c'est comme ça que nous on en parle, dans le sens où effectivement, pour qu'il y ait consentement, il faut qu'il y ait une connaissance de la situation, une connaissance de la balance bénéfice-risque de telle ou telle stratégie. Et donc, c'est très important finalement que pour qu'il puisse y avoir ce choix éclairé, il faut qu'il y ait connaissance. Et c'est super intéressant le mot que tu viens de dire, parce que moi je te parlais de consentement, là, du coup dans les années 90, et toi tu me parles de consentement éclairé, même si on veut être complet, c'est le consentement libre et éclairé. Et donc ça, tu sais de quand ça date ? C'est assez récent. Ouais. Je dirais des années 2000. Bien joué, presque. 4 mars 2002, c'est la loi Kouchner. Ouais. Finalement, c'est pas si vieux que ça. Ouais. Ça a 20 ans, le consentement libre et éclairé. Et donc... Breaking news, c'est pas encore tout à fait ça partout à l'hôpital. Oui, mais c'est dans le code de la santé publique. Et c'est pas rien. C'est pas rien parce que du coup, ça fait que c'est devenu... que cette information-là, cet accès à l'information, c'est reconnu comme un droit légal. Bien sûr, ouais. Et c'est vraiment... Enfin, c'est intéressant de voir cette évolution-là. Là, j'espère qu'on n'a perdu personne. On parle toujours d'éducation thérapeutique, on est en plein dans le cœur du sujet. Mais c'est intéressant toujours de voir d'où ça vient, parce que ça tombe pas de rien. Bien sûr, ouais. Mais il y a d'autres choses qui sont venues sur le plan sociétal, qui sont venues nourrir ça. La drogue. La drogue. La bonne drogue. C'est ça. Exactement. Non. La révolution numérique. Quoique, du coup, avec les addictions, on peut être pas très loin de la drogue, mais... Voilà, la révolution numérique avec l'accessibilité infinie des connaissances, des bonnes et des moins bonnes. On va pas parler d'Octi... Simo ? Peut-être. Et où on trouve tout puis le contraire, quoi. Voilà, enfin, toutes les bonnes infos, toutes les mauvaises infos. Et puis aussi la construction des réseaux sociaux, qui a fait que les patients, ils ont pu se retrouver plus facilement. C'est, tiens, si j'ai telle ou telle maladie, bah allez, je vais aller voir s'il n'y a pas un groupe Facebook qui existe pour telle ou telle maladie, puis voir un peu des tips de gens qui sont passés par là où je suis passé. Et ça peut être intéressant. Après, le fait que les patients se retrouvent, ça... même un peu plus vieux que ça. Okay. Parce que dans le TP, on questionne beaucoup la place du patient, on vient beaucoup nourrir ça. Et du coup, les patients... tiens, je vais te reposer une question. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait au départ, c'est moi qui me posais les questions. Je trouve ça plus rigolo comme ça. Du coup, tu sais, la reconnaissance de la place des patients. À partir de quel moment ils ont commencé à se retrouver, les patients, à créer des assos et puis à peser un peu dans le game ? Je pense que c'est assez tard. Hein. Je saurais pas dire. Je te demande pas une date, je te demande quel événement peut-être, quelle pandémie ? Je pense au sida. Ouais. Sida, je sais que à la fois il y avait le côté effectivement regroupement pour lutter contre pas mal de choses, l'isolement, la honte qu'il pouvait y avoir, la stigmatisation à l'époque, et aussi pour le combat, le côté militant effectivement.
Bah ouais, c'est dans les années 80 avec la pandémie du sida, tu vois, ils avaient déjà... Les années 80. Eh ouais. L'époque de Miles Davis. Tu penses à ça, toi? Ouais, moi je pensais à Captain Hollywood, mais après c'est pareil. C'est pareil. C'est presque pareil. Et du coup, ouais. Donc il y avait déjà ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Donc imagine comment ça a pu potentialiser ça, le fait de pouvoir se retrouver. Et c'est vraiment parfait comme ça, et ça a permis quelque chose qui était important et quelque chose que j'aime d'amour, c'est l'émergence des savoirs expérientiels. Ouais. Voilà, le savoir expérientiel pour moi. Alors, général, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que le savoir expérientiel? Non, on va passer à autre chose. Le savoir expérientiel. En fait... Juste, pardon, avant. Ouais. Très bonne cette petite... Ouais, c'est pas trop mal cette petite cuque. Mais pendant que tu bois, je vais essayer de trouver un peu tout seul, même si je sais déjà un peu ce que c'est, mais c'est les savoirs hérités de l'expérience, en fait, comme son nom l'indique. Le fait, en fait, de vivre une pathologie, vivre des situations résultant de cette pathologie, mais en fait, ça fait des sommes de savoir très importantes et qui sont à la fois... identiques et différentes de ce qu'il peut y avoir dans le monde médical, dans les bouquins médicaux ou paramédicaux. C'est un peu... Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble un peu à la phénoménologie, dans le sens où on s'intéresse à la fois au savoir très technique, mais aussi au savoir très subjectif. Parce que c'est aussi une vraie réalité des pathologies, des situations résultantes de ces pathologies. Est-ce que c'était bien? Je crois que j'ai rien à ajouter, mais c'est ce savoir... Mais tu vas quand même rajouter quelque chose. Ben, peut-être. Et ça me déçoit beaucoup. Non, mais c'est vraiment pour insister sur ce trait-là, c'est que ce savoir expérientiel, en fait, il est présent depuis toujours. Ce qui a changé, c'est qu'il est reconnu. Tout le monde a son expérience de son corps, tout le monde a son vécu de la maladie, tout le monde a tout ça. Simplement, c'était pas reconnu, et ça pouvait même... Et c'était pas reconnu ni par la société, mais ni aussi par les médecins. Et ni par la personne qui vivait sa maladie-là, sans doute. Parce que il y avait cette autorité médicale là qui venait... C'est moi qui dis quand ça fait mal. Voilà, c'est ça. C'est un peu Judge Dredd, quoi. Tu sais, ici, c'est moi qui fais la loi, c'est moi. Voilà. C'est vraiment ça. Petite référence des années 80, t'as vu? Ouais. 90 peut-être? J'étais pas né. Tu es beaucoup plus vieux que moi, Général. Ouais. C'était Ok. Du coup, Général, on voit un peu l'histoire du TP, en quoi ça peut consister, de manière théorique. Donc Ouais. ça accompagne... Alors, juste pour finir sur la théorie, juste un truc que je trouve important à souligner, c'est que si on a vu qu'à la base c'était un rapport asymétrique, on a vu qu'avec l'évolution, du coup, les patients ont pris de plus en plus leur place, les gens ont pris de plus en plus leur place, et que du coup ils sont devenus des acteurs à part entière d'un système de santé, qu'on retrouve maintenant dans plein d'instances, quoi. Et ils ont les assos de malades, elles ont un vrai rôle de représentativité dans les instances, quelles qu'elles soient. Dans l'exemple qui me vient le plus, par exemple, dans le conseil local de santé mentale, pour parler un peu de la psy, Bien sûr, ouais. on les retrouve, ils ont toute leur place, et c'est vraiment formidable comme ça, et de recréer un peu cette horizontalité-là dans les rapports, et c'est gagnant-gagnant. Ok. Voilà. Donc, Mais juste voilà, pardon. Donc tu veux ça... passer à du concret? Non, en tout cas, J'ai bien compris. donc ça accompagne l'évolution de la société dans le sens où la société a tendance à s'horizontaliser sur certaines choses, vers un respect aussi plus important de l'individu progressivement. Donc voilà, ça accompagne un peu les évolutions sociales, c'est ça que tu veux dire? Ouais, et en fait, c'est ce qui fait que pour moi, c'est quelque chose, c'est un chemin, c'est une évolution inévitable. Ok. Qu'on le veuille ou non, on peut résister. Ouais. Il y a des soignants qui vont résister parce que Quel type de soignants résiste général? Ceux qui aiment, disons ceux qui sont convaincus que le savoir c'est le pouvoir. Ouais. Voilà, on va dire comme ça. Consciemment, inconsciemment? Les deux, peut-être. Voilà. Ok. Mais et ça concerne pas que les médecins, n'importe quel corps de métier. Mais globalement, ceux qui vont considérer que le savoir c'est le pouvoir. D'ailleurs, c'est ceux-là qui aiment pas trop en général. Voilà, c'est ceux pour qui ça fait un peu grincer les dents. Mais le TP. Mais et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Je ne sais pas, général. Mais je vais reboire une gorgée. T'as bien raison. Voilà. En tout cas, oui, ça je comprends. Moi, ce que j'aimerais savoir, en tout cas, ce que je voudrais que tu puisses expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est aussi plus concrètement, parce que
ok, c'est bien beau. Théoriquement, on voit ce que c'est. On voit sur les valeurs sur lesquelles s'appuie le TP, l'horizontalité, le respect de l'individu, le savoir expérientiel. Mais concrètement, c'est individuel, c'est collectif. Qui peut le faire? Enfin, il y a plein de questions finalement très concrètes. Et moi, j'aimerais que tu puisses expliquer, très factuellement, comment ça se passe, quel est l'objectif. Bref, je te poserai toutes ces questions au fur et à mesure, mais je te laisse peut-être déjà me dire très concrètement comment ça se passe, quoi. Ouais, comment ça s'organise. Alors déjà, pour pratiquer le TP, les soignants ou les patients, on y reviendra, on doit être formé. C'est quelque chose qui est surveillé, qui est régi, enfin, il y a des règles établies par l'ARS. Ouais, tout le monde ne peut pas se dire je suis ETPologue, quoi. Donc oui, les étapes, du coup, en fait, en gros, il y a 4-5 étapes. Ouais. Ça dépend. Okay. On va commencer à rentrer dans tu veux du concret, mais moi je vais t'amener dans du flou, hein, je te préviens. Ok. Non mais en gros, mon rôle ce sera de ramener dans du concret, parce que tu sais que toi comme moi, on peut être les pros du flou, aller très loin dans le flou, jusqu'à ce qu'on voit plus rien. Mais ce serait bien aussi d'aller dans le très concret. En tout cas, ce serait intéressant d'aller à la fois dans le très théorique, dans le très flou, mais aussi d'aller dans le très concret. Mais en fait, il faut bien garder en tête que le TP, c'est pas quelque chose de figé. Ouais. Partant de là, il y a quand même une base. Comme j'ai dit, la formation... Mais c'est pas parce que c'est pas figé que ça peut pas être net. Ouais, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Et du coup, voilà, donc la première étape, ça va être ce qu'on appelle un bilan initial partagé ou un bilan éducatif partagé. Donc ça, Kesako. Et ben ça, le but, c'est de, pour le dire en mots simples, même si c'est même si c'est un soignant, un patient qui se connaissent, c'est pas grave, on prend le temps de se rencontrer, on se pose et on met les choses à plat. Mmh. En gros, c'est ça, c'est vraiment prendre du temps pour accueillir, partager, arriver en tant que soignant à valoriser la personne, à lui donner de l'importance dans l'échange, et en même temps arriver à clarifier sa posture soignante, à clarifier les attentes et les enjeux de cette démarche-là. Là, on a du concret ? Ouais. Plus concrètement, ça se passe où Il n'y a pas de règle. Si c'est à l'hôpital, ça peut être dans un bureau, dans une chambre, dans le parc, en marchant. Il n'y a pas de règle. Il faut que ce soit sympa, il faut que ce soit un bon moment. Même si c'est des fois un peu dur, parce qu'on fait reparler le patient de sa vie, et il peut y avoir certaines blessures, ça peut être un peu... Ça peut bousculer un peu, ça peut être un peu la machine à laver. Mais voilà, il faut que ce soit un moment propice à la création d'un lien de confiance ou à l'entretien d'un lien de confiance. Voilà. En tout cas, on s'attend aussi à travers ce bilan initial, mais plus encore à travers toutes les séances d'éducation thérapeutique qui vont résulter de cet entretien initial, d'avoir la traduction dans la posture soignante des valeurs qui ont été mises en avant, c'est-à-dire l'horizontalité, le respect du patient, etc., etc. Ouais, mais en fait, ça, c'est des choses qui se font toutes seules, mais en fait, cette formation dont je parlais tout à l'heure, elle est super importante pour ça. Elle est super importante pour que les gens se questionnent sur leur posture et ce qu'ils renvoient dans l'échange. Et c'est quoi comme type de formation ? C'est standardisé au niveau national ou Alors, c'est plutôt standardisé sur la forme, c'est-à-dire que tu as 40 heures obligatoires pour pratiquer le TP, pas pour créer des programmes. Pour créer des programmes, c'est la formation dont je parlais tout à l'heure, que j'ai fait, c'est le diplôme universitaire en éducation thérapeutique du patient. Mais du coup, pour animer ou co-animer des actions d'éducation thérapeutique... Tu peux faire ces 40 heures. Il faut faire ces 40 heures-là. Si tu le fais pas, c'est attention, t'as une amende. Ça déconne pas, 10 000 boules. 10 000 balles. Ouais. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, c'était ça. Ça a peut-être changé, mais en tout cas, pratique c'était... illégale de l'ETP. Mais 12 000 balles. Ça, faut faire gaffe, faut pas faire n'importe quoi. Enfin, faut pas dire qu'on fait de l'ETP si on n'a pas été formé, parce que c'est quand même... c'est une formation, déjà, c'est dommage de s'en passer, parce que c'est hyper intéressant. T'as des actions dans l'ETP en général. Mais je voulais préciser ça, j'ai oublié de le préciser. Je ne suis pas un VRP de l'ETP. Vous en faites pas, je m'en branle. Moi, c'est juste que je m'amuse avec ça et je le partage, et voilà, c'est bien comme ça. Mais voilà, j'ai jamais essayé de convaincre qui que ce soit. C'est juste
Ouais, tu m'as déjà cassé la tête quand même avec le TP. Mais... Alors je suis passionné donc j'en parle, mais si tu me dis c'est de la merde, je veux pas en faire, ok, pas de souci. Moi j'en fais, je te raconte ce qui se passe avec les patients et c'est super bien et après t'as envie d'en faire. Mais ok, je sais pas de te convaincre. Ma présence ce soir... C'est pour la bière. C'est pour la bière. Ok, ouais. il me semble aussi. Ok, t'as payé toi-même du coup. Général, donc on se reconcentre. Bilan initial partagé. Ouais, donc dans le bilan initial, il y a ce temps-là où on apprend de l'autre. Ok. Mais réciproquement, du coup. Et l'idée, c'est d'arriver à voir un petit peu ce que la personne a envie, souhaiterait, si elle a déjà de voir si elle a des besoins, s'il y a des choses qu'elle aimerait, qu'elle souhaiterait changer. Ouais. Après, c'est d'arriver dans l'échange, à les gratter un petit peu pour savoir ce qu'elle aimerait. Si elle n'arrive pas à le nommer, à le déterminer, ce qu'elle aimerait. Un exemple, c'est ça que... Ouais. Non, c'est ça que j'ai toujours, moi, trouvé un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui vas vers elle, et ensuite, ce serait à elle de dire ses besoins et ses attentes. En fait, ça tombe pas de rien. C'est très bonne intervention, professeur. Ça tombe pas de rien. C'est-à-dire que on va pas choisir une personne au hasard pour dire je vais faire le TP avec lui. Okay. Ça marche pas comme ça. C'est plutôt de se dire cette personne-là. Tiens, elle a des doutes, elle a des... Alors, on va partir dans la santé mentale. On va prendre un exemple sur la schizophrénie. Par exemple, quelqu'un qui va souffrir de schizophrénie, qui va avoir des moments intenses d'anxiété, mais pour autant, il va dire, moi, j'ai pas de maladie, tout va bien pour moi. Ouais. Et du coup, quand on est soignant... Là, je te baisé. Je te partage. T'es baisé. Tu reprends ta petite mallette de TP, puis tu vas pleurer dans ton coin. Non, je te partage par exemple une expérience. Okay. C'est quelqu'un qui me disait... qui était dans le déni, le mot c'est ça. On l'appelle Roger. On l'appelle Roger. Roger, il était dans le déni. T'aimes bien Roger, ça? Ouais, Roger, c'est... Donc, Roger, ce sera tout le temps Roger. Roger. Voilà. Okay. Et ce sera le même. Ok, c'est un peu autoritaire comme décision, mais bon, d'accord. C'est une posture pas très ETP. C'est pas très ETP, professeur. Je vous laisse continuer avec Roger. Bon, puisque j'ai pas le choix. Donc Roger, du coup, lui, il souffre de schizophrénie. Donc il a des moments avec des hallucinations, il a des moments d'anxiété forte. Et du coup, imaginons qu'on est dans un service en psychiatrie. Roger, il vient quand même régulièrement demander son petit traitement pour lutter contre son anxiété, okay. Un petit traitement qu'on appelle si besoin. Ouais. Mais pour autant, il nous dit tout va bien, je suis pas malade. Ça va. Voilà, mais quand même, il va taper à la pharmacie 2-3 fois par jour. Et tu vois là, il y a quelque chose qui est... Il y a un peu une dissonance, il y a quelque chose qui est... On se dit, tiens, c'est bizarre, il dit qu'il va bien, qu'il n'est pas malade, mais il a quand même besoin de médicaments. Donc ça peut être intéressant d'aller questionner ça avec lui. Lui dire, tiens, vous avez besoin de médicaments, Roger, mais... Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de ce médicament-là? En quoi ça vous aide? Dans quel moment précis vous venez chercher ça? Et tu vois, ça peut être complètement informel, c'est-à-dire que tu fais de l'ETP, tu saisis cette opportunité-là. C'est juste un chat qui vient de se casser la gueule à côté, tout va bien. Tu saisis cette opportunité-là avec cette personne d'interroger ça, donc c'est pas du tout formalisé, ça peut être fait comme ça à la zob, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, quoi. Exactement. Ok. De façon la plus naturelle et humaine qui soit, quoi. Ok. Et du coup, tu vois, ça va partir d'une dissonance comme ça. Et puis, si on arrive à choper Roger à un moment où, effectivement, il a envie de... C'est la bonne personne, le bon endroit, le bon moment. Et il arrive à dire, en fait, si... il y a des moments où je suis inquiet. Tiens, on peut en parler un petit coup. Comment on pourrait changer ça? Est-ce que les traitements, ça suffit? Oui, non. Si ça suffit pas, qu'est-ce qui marche? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez essayé qui fonctionnent? Puis, ça vient d'où cette anxiété? Puis, il peut y avoir 1 milliard de questions. Alors, il ne faut pas que ça fasse questionnaire, mais je veux dire, dans l'échange, il peut y avoir 1 milliard de points à aborder pour arriver à, toujours en clarifiant bien sa posture, pour arriver à pas faire l'enquêteur, mais à dire, allez Roger, on se pose un coup, on parle, puis on essaie de voir comment on peut améliorer ça, quoi. Ouais, ok. C'est une posture soignante, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Je me permets du coup de rebondir là-dessus, mais moi, avec l'expérience que j'ai, par exemple, j'ai bossé dans un certain hôpital où je t'ai connu, en général. Tu vas pas dire le nom, du coup? Non, je vais pas dire le nom. Donc on n'a pas le droit de dire que ça... Ferme ta gueule, hein. Non. Mais moi, le TP, quand j'entendais le TP, c'était dans des moments formalisés. C'est-à-dire, c'était sur les temps de réunion, réserver une salle, il y avait des soignants, il y avait plein de trucs, et puis
Et puis voilà. Et donc là, c'est différent entre ce que tu peux me dire là et l'image que je pouvais en avoir, quoi. Alors ça peut être ça. Ok. Là, on parle du bilan initial et du coup, ce qu'on va... Enfin, le bilan initial n'est pas toujours forcément formalisé. Ok. Tu peux le faire comme ça, de façon plus naturelle. Après, ce qu'on va mettre en place, et du coup, tu vois, je vais enchaîner sur du concret et ça va te plaire. Ok. Du coup, ce qu'on peut mettre en place dans le formalisé, suite à ce temps d'échange-là, où on va, ça peut durer un quart d'heure, ça peut durer une demi-heure, ça peut durer une heure, ce temps-là. Toujours au rythme du patient, quoi. Ouais. Le but, c'est pas le soignant qui dit ça dure tant de temps, et puis c'est tout. Et puis Roger, crache ta valda pour utiliser une expression des années 80. Oui, c'est très saut 80. Ouais, et partant de là, on va essayer de définir des objectifs. Ok. Tu vois, donc Roger, il aimerait bien faire diminuer son anxiété en fin de journée, par exemple. Ok. Voilà. Donc ça va être en fonction de ce qu'on va mettre en place après. Tout ça, ça fait partie du bilan initial. Hein. Ok. Ce qu'on va mettre en place là-dedans, ce qu'on va réfléchir du moins, c'est à partir de cet objectif-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles actions on peut faire? Qu'est-ce qui lui manque? De quoi il a besoin? Ok. Roger. Voilà. Et donc ça va se faire en fonction de ce que lui souhaite. S'il me dit, j'ai besoin de rien, laissez-moi tranquille, Besoin vous de êtes rien. qui? Envie de toi. Oh, Saut 80. avec une seule demi-bière, hein. C'est beau. J'en peux plus. Les années 80 m'envahissent. Et voilà, du coup, ça va dépendre de la volonté. Donc, s'il a besoin de rien, Il a pas envie de toi. non plus. En fonction de ses ressources, ça peut être le temps qu'il peut avoir, le temps de la fin de l'hospice, par exemple. Ok. Mais le temps qu'il peut avoir si on est à l'extérieur de l'hôpital puis qu'il bosse. Si le temps dans les ressources, il y a aussi les ressources psychiques. Ouais. S'il n'est pas trop envahi par sa maladie, les ressources intellectuelles, cognitives. Là, s'il est pas trop cramé, quoi. Ouais, pas trop cramé. S'il y a des neurones qui sont là, si le traitement ça date pas trop. Ouais, aussi. bien sûr. Ouais. Voilà. En fonction de son rythme, en fonction de lui. De la gueule aussi de l'intervenant de TP. Mais ça compte aussi, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie de tout ça. Et on va essayer de définir des moyens pédagogiques, des méthodes pédagogiques, des actions, en fait. Et donc ça peut être, lui par exemple, je sais pas, ça peut mener, pour Roger, si ça lui va, on peut lui proposer d'aller à un atelier de relaxation, par exemple. Ou alors, si ça colle plus à ses besoins, on peut lui proposer d'aller essayer de comprendre un petit peu plus ce pourquoi il est anxieux, donc parler un peu plus de la maladie, aller explorer un petit peu tout ça. Ça, ok, je comprends. Ça, pour moi, ça, c'est de l'ETP. Mais le fait, par exemple, d'aller à la relax, est-ce que du coup, le TP est pas finalement juste devenu de la relax? Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, moi, ce que j'entendais, et ce que j'entends encore par moment, mais c'est aussi quand même le côté accroître ta connaissance et en augmentant ta connaissance, mais avec tes savoirs, avec d'autres savoirs expérientiels, avec le tien, avec cette co-construction aussi avec le soignant et la personne ou le patient, d'une meilleure connaissance un peu du fond, c'est-à-dire l'alliance entre le savoir expérientiel, la théorie, et voilà. Et du coup, le fait par exemple d'aller à la relax, moi je me dis en fait c'est plus de TP, c'est de la relax, quoi. C'est ça, c'est intéressant parce que du coup on va pouvoir faire le lien avec un terme important dont on a parlé plus tôt, c'est que la connaissance, ça va pas être que de la connaissance théorique. On va refaire le lien avec le savoir expérientiel. Ouais. Et que du coup, si on apprend à Roger à mieux comprendre son corps, à mieux contrôler sa respiration, par exemple, à mieux être attentif à comment il se place, c'est un peu ce qu'on voit en relax, mais comment il se sent dans l'espace, comment il s'installe sur une chaise, comment il arrive à se poser, avoir conscience un peu de son corps. On sait que dans la psychose, ça peut être vraiment compliqué. Ouais. Tout ça, c'est de la relax. Donc, on fait de la relax. Ouais. Mais pour autant, on va accroître son savoir expérientiel. Et il va mieux se connaître, Roger. Et il va mieux arriver peut-être à gérer un prochain moment d'anxiété. Okay. Donc, ça reste de la connaissance. L'idée, c'est de toujours se centrer par rapport aux besoins de la personne. Pas de se centrer par rapport à ce que... Tu vois, moi, je pourrais me dire, Roger, il est schizo. Ouais. Il est schizo, Roger. Qu'est-ce qu'on fait au schizo? On les bute. Non. C'était pas ça la réponse. Ah, okay, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait au schizo? Des piqûres.
On les pique. Eh ben, donc Roger, il est anxieux, donc il faut des piqûres. Je suis soignant, je sais. Ok. Bah, sauf que non, donc là c'est tout faux. Ok, On a- non, je pensais vraiment Paniquez qu'il pas, fallait on a les grossi piquer. très. Voilà. Je pensais vraiment qu'il fallait les piquer. Donc, non, Roger, il n'est pas schizo d'ailleurs. Personne n'est schizo, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est schizo. Non, Voilà. impossible. On Sinon, n'est pas schizo. Sylvie va nous buter. Sylvie va nous buter. On souffre d'une maladie. Voilà. C'était l'histoire de stigmatiser un petit peu, d'aller travailler un peu sur le vocable, n'est-ce pas? C'est ça. Oh, n'est-ce pas? T'as plus ce n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pardon, il m'a échappé celui-là. Et c'est d'aller travailler un peu sur ce lexique-là bien sûr. qui est important, parce que tu vois, ça fait aussi partie d'une réflexion de la posture. Ouais. Autour de la posture, Ok, le langage j'entends. que j'utilise en tant que soignant, ça fait aussi partie de ça. Donc si je veux lui dire vous êtes schizophrène, bah, du coup il peut se définir comme ça et Bien sûr. et d'ailleurs ça peut être trop violent pour lui, qui peut créer un refus d'adhésion. Et, enfin bref. En tout cas, avec le général, on a pas mal traîné nos guêtres de temps en temps dans des associations, et c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent, le fait de dire ben, on n'est pas bipolaire, on n'est pas schizophrène, on souffre de schizophrénie, ou j'ai un proche qui souffre de troubles bipolaires. Ça fait une grande différence. En fait, c'est quelques mots de plus, et symboliquement, c'est vraiment quelque chose de très important. Et les mots, ça peut être une violence, quoi. Bien sûr. Il faut être très très vigilant à ça. Bien sûr, ouais. Juste pour rebondir, on en parlera, je pense qu'on en reparlera peut-être dans un autre épisode. Je sais pas si je vais faire d'autres épisodes avec vous. Peut-être. On verra. Mais moi j'avais une vraie question. Quand est-ce qu'on boit la deuxième bière? Oui, mais Bah, oui, pardon. encore une autre question. Oui, pardon. C'était aussi de effectivement partir des besoins et des demandes du patient. Effectivement, je pense que c'est top. Je pense aussi qu'il y a des cas où c'est un vrai problème. Notamment, je pense, quand il y a un défaut un peu d'insight. Alors, insight, c'est vraiment le mot hyper important, mais l'insight, c'est la capacité à reconnaître les troubles, à reconnaître les problèmes, à savoir d'où viennent les soucis. Et je voudrais savoir comment se positionne le TP, comment on se positionne dans une posture de TP vis-à-vis de patients ou de personnes qui du coup mettent l'accent sur des besoins qui sont pas forcément à la racine de leurs difficultés. Eh ben, en soi, c'est pas un problème. Ok. Parce que c'est là, la gymnastique, elle est peut-être là. C'est peut-être là qu'il faut la faire. C'est-à-dire que on vient pas. Pendant ta réponse, parce que je sens que ça va être très long, Ouais. je vais ouvrir la deuxième bière. Merci beaucoup. On vient pas répondre à un problème que nous-mêmes avons identifié pour quelqu'un. On vient répondre à un problème. On vient accompagner une personne à répondre à un problème qu'elle-même a identifié pour elle-même. Ok. Tu vois? Donc, en soi, vas-y, fais-nous un petit peu de ASMR. C'est beau. Merci. C'est beau. Où qu'elle est foncée cette bière. Ouais. Je pense que c'est une petite formule sympa de passer sur une bière un peu IPA, un peu, et puis après, Ouais, et puis après taper dans le foncé, voilà. Vas-y, parce que tu m'as. Taper dans du foncé, c'est le programme de l'ETP. Vraiment, c'est pas Je bien. ne rentrerai pas dans ce débat avec vous, professeur. Allez, Santé. allez, tiens. Donc ça, c'est une super bière que je connais, la Backport. Tu la connais? Ouais. Ok. Elle est bien café, celle-là. Elle rigole C'est une pas. porteur qui penche vers la stout quand même. C'est une porteur un peu avec de la bonne mousse épaisse. Hein. Oui, c'est pas mal quand même, ouais. Alors oui. Mais du coup, l'identification, pour être plus clair et pour être plus transparent, je pense par exemple aux personnes qui pourraient venir à l'ETP pour des demandes liées par exemple à la dépression, mais cette dépression pourrait être secondaire à un trouble de la personnalité occulte que la personne ne connaîtrait pas. Et du coup, comment se positionne l'ETP par rapport à ça? C'est-à-dire d'identifier que la dépression n'est pas le cœur du problème, et que cette demande-là est peut-être pas forcément la meilleure demande, quoi. En fait, la dépression, en fait, ou les autres maladies d'ailleurs, hein, mais la dépression, elle va, c'est un peu. Imagine-toi que c'est un espèce de gros pull épais qui vient un peu alourdir la personne, qui vient l'enrober complètement. Bien sûr, ouais. Et en fait, peu importe, j'ai envie de dire, peu importe le fil
par lequel tu commences. Voilà. Ok. L'idée, c'est d'arriver à détricoter un peu ça. Et si la personne arrive à identifier un tout petit bout de fil et qu'on va essayer de l'accompagner à détricoter à partir de ce pull-là, à partir de ce petit bout de fil, si on arrive à détricoter toute une manche, c'est déjà formidable. Ok. Tu vois, donc et si on arrive à détricoter le pull entier, c'est merveilleux. Ok. Mais voilà, arriver à détricoter un petit bout. Donc avec des c'est un peu objectifs ça, aussi, des objectifs restreints en tout cas, sans Ça peut avoir être hyper d'objectifs restreint, de ça peut être guérison ou de... par exemple, dans la dépression, il va y avoir le repli, l'isolement Ouais. social. Le fait de pouvoir accompagner la personne à réussir à se lever le matin. Prendre une douche, par exemple. Ou, alors là, celle-là, c'est vraiment, là, t'as déjà plus avancé avec Martine. Dépressive, Martine. La femme de Roger. La femme de Roger. Ok. T'as déjà plus avancé, mais ça peut, par exemple, être aller boire un café. Ok. Dans un... Ou qu'elle nous prépare un café chez elle, déjà. Ça peut Qu'elle être nous pas fasse mal. à bouffer. Première étape. Ou alors, ça peut être aller boire un café quelque part. Tu vois, ça Ça peut serait être bien ça, que le Martine, TP. elle fasse à bouffer à Roger. C'est ça le TP. En Pareil, fait, c'est non, quelque chose de c'est pas- patriarcal. Après, ils ramassent, hein, ils n'ont pas de chance, mais voilà. Donc voilà, du coup, dans l'idée, il y a une notion qui est importante, et il y en aura une autre dont il faut que je parle aussi, mais c'est cette idée de convenir ensemble. C'est d'arriver à Co-construction. la co-construction. Merci. Et du coup, je vais en parler. Je vais rebondir sur un autre petit lexique. L'idée, du coup, c'est pas que le patient soit acteur de quelque chose que proposerait un soignant, parce qu'un acteur, il joue le rôle d'un scénario, mais qui soit Bâtisseur. auteur, Ok. co-auteur. Voilà. Et cette notion-là, cette démarche-là, d'accompagner quelqu'un vers une posture d'acteur, plutôt passive, à interpréter quelque chose qui lui appartient pas forcément à co-auteur, on appelle ça l'empowerment. Oh là là. Putain, j'ai casé 2 mots dans la foulée, là, comme ça. C'est beau, c'est beau. Et l'empowerment, c'est l'empouvoirment, mais c'est pas très joli. La prise de pouvoir. L'empowerment, c'est se réapproprier, en gros, sa maladie, se réapproprier sa démarche de soins. Démarche de soins, c'est très soignant comme terminologie, mais se réapproprier son accompagnement. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Ok. On essaie de poursuivre très concrètement, parce Donc, que ça nous, on a fait fait ça nous fait une grosse parenthèse, mais si on continue... Donc après, on met en place ce qu'on a projeté. Ok. D'accord ? Ça marche. Ça peut prendre combien de temps ? Il n'y a pas de règle. Il Ok. n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. Donc de la même manière, ça déconstruit aussi moi l'idée que j'en avais de faire c'est un programme en 4 séances de TP et ensuite on se quitte là. En fait, ce que tu me dis, c'est qu'il peut y avoir la coexistence à la fois de programmes très standardisés, très concrets, mais aussi des moments beaucoup plus informels qui peuvent durer beaucoup plus longtemps ou beaucoup plus courts, de moments d'échange de TP quoi. Et que c'est dans ce cas-là, c'est plus une posture. C'est ça. Qu'un programme très formalisé. Enfin, en fait, les deux coexistent. C'est ça. Il n'y a pas à scinder, effectivement, les deux coexistent. Mais ça peut être du méga long terme. Par exemple, bon, là, j'ai changé récemment de lieu d'exercice. Bref, mais dans cette démarche-là, ça aurait pu être, par exemple, avec une patiente que j'avais croisée, que j'ai eu la chance de croiser, parce qu'elle était extraordinaire. Une personne qui avait vécu des choses très, très difficiles. On est dans l'idée de abus sexuels aggravés, enfin voilà, quelque chose de très lourd comme ça, et qui avait une répercussion très forte sur ses aptitudes sociales, pour employer un gros mot. Voilà, qui était vraiment l'ordre de l'agoraphobie, avec des paniques, dès qu'elle était hors de chez elle dans un premier temps, et puis après elle a pu sortir un peu, mais c'était impossible pour elle de rester trop longtemps, il y avait du monde. Et bien un an après, elle devait aller au stade à Lyon, aller voir le concert de Rammstein. Ça peut faire un objectif, par exemple. Je comprends. Ouais, bien sûr. Donc ça peut être une thérapie longue, quoi. Ok. Et je voulais rebondir aussi moi sur les programmes parce que je pense que les gens qui nous écoutent comprendront cette posture-là, les échanges qui peuvent exister de manière informelle, axés sur les valeurs. Aucun problème. Est-ce que tu peux nous parler peut-être en quelques mots des programmes d'éducation thérapeutique ? J'imagine que c'est plus rigide, c'est plus strict, c'est aussi, je pense, plus rassurant d'avoir quelque chose de plus formalisé, quoi. Ça peut être rassurant pour les soignants. Ok. Ouais. Maintenant,
Disons que c'est un programme, donc c'est ce qu'on va déposer en gros à l'Agence régionale de santé pour qu'elle valide le programme, l'autorisation de pratiquer de l'ETP dans tel ou tel endroit, tel ou tel service. Mais du coup, là où on a plutôt de la chance dans notre région, c'est que l'ARS, ils sont... Et ben pour l'ETP, ils sont vachement bien. Ok. C'est-à-dire qu'on pose le programme, puis après ils nous disent non mais en gros si on veut modifier un peu les séances, parce qu'en fait ce serait presque antinomique de dire on fait un programme d'éducation thérapeutique, il doit être comme ça, telle séance c'est ça, telle séance c'est ça, telle séance c'est ça, telle séance c'est ça. Ouais. Et au final, on colle plus au rythme et aux besoins des patients, quoi. On générique quelque chose. Je te rejoins un peu, général, mais de ce que j'ai pu voir dans ma pratique, les séances de TP un peu groupales et axées autour d'un programme, elles sont finalement des fois assez verticales. Et je pense qu'on s'éloigne. C'est à côté, je pense, rassurant pour un peu tout le monde, mais je pense qu'on s'éloigne un peu du caractère aussi individuel, adapté à chaque personne. Voilà. Mais je pense aussi que c'est compliqué, effectivement, d'allier à la fois ce côté très individuel, très expérientiel, avec la dynamique de groupe et l'animation de cette dynamique de groupe. Alors... Ça, c'est des choses qui évoluent. Globalement, enfin voilà, pendant mon début, j'avais fait beaucoup de lectures et j'étais tombé sur une méta-analyse velue. Méta-analyse. L'analyse de différents programmes de recherche. Voilà. Okay. Et du coup, la méta-analyse, c'est l'analyse des analyses. L'analyse des analyses, voilà. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que ça montrait que les programmes de TP qui avaient 10-12 ans, effectivement, ils étaient plutôt construits comme ça. Et on était plutôt là-dedans, effectivement. Attends, mais c'est bien, ça a eu le mérite d'exister, d'ouvrir la voie. Et petit à petit, on se distancie un petit peu des choses trop cadrées. Mais faire de l'individualisé au sein d'un groupe, ça se fait vraiment très bien. Okay. Si ton objectif, c'est d'arriver à valoriser les savoirs expérientiels en tant qu'animateur et pas en tant que sachant. Ok. Voilà. Parce que moi, on pourra m'expliquer 1 milliard de fois ce que c'est une hallucination synesthésique, une hallucination visuelle, auditive, bref. Si je l'ai pas vécu, et je l'ai pas vécu, je saurais jamais. Et puis j'imagine aussi que le top du top avec un groupe, c'est aussi de pouvoir, quand le soignant s'efface. C'est-à-dire que quand les gens échangent librement ensemble et que finalement la personne qui doit encadrer, alors encadrer en plus c'est pas le bon mot parce que ça fait trop vertical, mais et qui doit accompagner là-dedans et qui est soignant, s'efface parce que les gens arrivent à bien échanger entre eux, à bien discuter, et que ça c'est le top, j'imagine. Ça c'est le top. Après, comme tu disais, le fait que ce soit cadré, qu'on fait une séance, début c'est ça, milieu il y a ça, fin c'est ça, on prend tel outil, on pose telle question à tel moment, c'est rassurant pour des gens qui ne l'ont jamais fait. Après, petit à petit, l'intérêt c'est d'arriver à s'approprier ces outils-là, pour que ce ne soient pas les outils qui fassent la séance, mais que ce soit nous avec les patients. Et ça demande un effort, quoi. Au début. Enfin, en fait, ce que ça demande, c'est un lâcher-prise. C'est de se dire, allez, ça va le faire, on va passer un bon moment, et c'est le lâcher-prise. Ce qui n'est pas forcément simple, et on n'est pas forcément formé dans ce sens-là. Ouais, bien sûr. Et c'est les moments les plus riches que j'ai vécus dans les animations de programme, ça a été vraiment ça. Au moment où on a l'impression d'avoir, même si elles sont un peu flottantes, on a l'impression d'avoir un peu posé des rails. On va se dire, bon, au vu de ce qu'ils nous ont dit dans les bilans initiaux partagés, les patients qui sont là, on a constitué le groupe d'ailleurs par rapport aux bilans initiaux. Le contenu de la séance aussi. Et au vu de ce qu'ils nous ont dit, on imagine qu'on va aller un peu par là, quoi. Les rails, c'est ça, quoi. Et en fait, des fois, ça part totalement à côté. Bien sûr, mais tant mieux, quoi. Il se passe des trucs trop bien dans ces moments. En tout cas, moi, je te rejoins tout à fait. Et puis, tu m'as bien cassé la tête quand on bossait ensemble. Mais... Où ça tu ne le dis pas. Non, mais après, moi, j'aime quand même bien biper. Donc c'est pour ça. Ta gueule. Mais là, j'ai bipé joyeusement. Vas-y, refais-nous un petit. Ferme ta gueule. Allez, encore un. Mais il va la fermer, sa gueule. Bref. Mais moi, j'imaginais comme quand j'étais
tout jeune dans la profession, faire de l'ETP en balançant toutes les infos que j'avais sur les maladies aux patients. En leur disant... alors, je leur faisais un cours théorique, je prenais du temps, puis j'ai l'impression d'être au top du top, puis je pensais faire de l'ETP, quoi. Alors, le général m'a un peu refroidi en me disant que c'était pas ça l'ETP, puis en fait, de plus en plus, en fait, c'est toi qui as raison, parce que les connaissances que je pouvais... Je le savais. Alors, pas surtout. Pas surtout, vraiment. Je gardais ça, tu vois, le pas surtout, je le couperai au montage. Mais dans le sens où finalement les gens en retirent pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est des savoirs un peu froids, très verticaux, loin aussi de leur expérience. Les intéressent finalement un petit peu, mais pas tant que ça. Et en fait, effectivement, je pense que la personne qui souffre de schizophrénie, ce qui l'intéresse, c'est ces symptômes qu'elle vit. Elle en a rien à foutre qu'en fait, dans les manuels, il y ait tel type de symptômes et que ce soit comme ça. En fait, non, lui, peut-être qu'il n'a pas de syndrome de désorganisation, peut-être qu'il n'a pas trop de symptômes positifs ou négatifs. En fait, il s'en fout de ça. Et en fait, ça lui parle pas. Et donc, effectivement, le fait d'être plus horizontaux, ouais, effectivement, dans nos postures soignantes, le fait qu'ils puissent aussi échanger avec d'autres personnes, ça, je pense que c'est le top, parce que c'est vraiment des choses qui sont plus incarnées, plus vivantes, et qui les aident plus, quoi. Et même, dans ma pratique, on avait créé un programme pour des patients qui souffrent de schizophrénie, justement, maintenant qu'on a appris un nouveau mot que j'utilise, pour les accompagner vers un cheminement vers l'insight. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il y a des résultats à 100%, mais on accompagne vers, et si ça marche, tant mieux, sinon on continue, quoi. On voit toujours en fonction de leurs besoins, évidemment. Donc, je me permets de le dire, on peut faire de l'ETP avec des gens qui ne sont pas au courant de leur maladie, ou qui ne sont pas... Ouais, parce qu'en fait, la subtilité, elle est là. C'est-à-dire que dans le bilan initial, quand on avait créé le programme pour créer un peu la dynamique de groupe de patients, donc c'était en intra-hospitalier, dans une unité d'admission, c'était des groupes de 4, 5, 6, 7, 8 patients. Et le premier outil qu'on utilisait pour les aider un peu à se présenter, pour faire le petit tour de table, parce que c'est pas simple, on utilise un peu des outils brise-glace comme ça, on leur remettait une petite feuille avec un petit personnage avec des bulles, style BD un peu. Et chaque bulle avait un intitulé. Parmi ces intitulés, il y avait mon prénom. Je suis schizophrène. Il y avait mon prénom, une autre, pourquoi je suis hospitalisé, quels sont mes points forts, je crois, j'ai plus en tête exactement, mais qu'est-ce qui est compliqué pour moi, voilà, un petit peu de trois. Et dans le pourquoi est-ce que je suis hospitalisé, dans 90-15% des cas, on ne retrouvait pas le mot schizophrénie. Pourtant, c'était tout ce diagnostic qu'ils avaient eu, qui leur avait été annoncé, parce qu'au début, avant la participation, chaque patient rencontrait de nouveau le médecin qui réannonçait le diagnostic. Ok. Donc, il disait, vous souffrez de schizophrénie, et voilà, on vous propose ce programme-là, et donc ils y participaient après. Et donc, du coup, il avait été annoncé dans les quelques jours avant la participation, moins d'une semaine en gros, et jamais ils ne remettaient ça. Vous baillez. Non. Et jamais ils ne remettaient ça dans le pourquoi est-ce que je suis hospitalisé. Ils mettaient dépression, ils mettaient plein de choses, mais quasiment jamais ça. Et donc ça nous a fait dire que c'était peut-être pas utile de recaler cet entretien médical où on allait annoncer à chaque fois le diagnostic de la personne, parce que de toute façon, ils n'en faisaient rien. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de se dire, le mot, le diagnostic, ça va être utile pour les soignants. C'est pas toujours utile, et même des fois c'est délétère aux patients. Ouais. Parce que ça peut créer des problèmes d'adhésion. La schizophrénie, moi si on me dit que demain je souffre de schizophrénie, je vais pas être joisse. Ça c'est certain. Ce sera peut-être plus facile dans un premier temps de me dire non, c'est pas ça, et voilà, et puis de passer à autre chose. Donc je vais plutôt avoir tendance à fuir les gens qui vont me dire que je souffre de ça. En tout cas, ça c'est certain, et puis c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'avec la petite expérience moi que je commence à avoir, que tu as aussi, on a très peu de personnes qui disent je souffre de schizophrénie. En fait, on en a quasiment jamais. Et donc aussi c'est... Par contre, il y en a beaucoup qui sont capables de dire qu'ils ont des hallucinations. Bien sûr, ouais. Il y en a qui sont capables de même dire l'ensemble de leurs symptômes qui correspondent pile poil à la schizophrénie, mais sans prononcer le mot. Mais c'est aussi tout à fait normal. Je veux dire, c'est un diagnostic qui est tellement stigmatisant, qui est tellement synonyme de danger, de dangerosité, de violence, et puis comme si tout notre être était la schizophrénie,
que c'est insupportable. Ça nous définit. Ouais. Donc effectivement, le fait de pas utiliser ce mot-là, il y a d'autres, il y a pas mal de partisans d'autres stratégies. Il y en a qui disent non, il faut un mot pour le patient, pour les soignants, mais il faut changer le mot. Il y en a plein qui pensent qu'il faut appeler ça la maladie tripolaire. Et puis on en parlera sur l'épisode qu'on consacrera à la schizophrénie. Il y en a d'autres autrement. Bref, effectivement, mais de pas forcément avoir le mot pour la personne, c'est finalement peut-être pas si grave que ça. Et du coup, si on arrive par exemple, tout à l'heure, je parlais un peu d'une dissonance par rapport à Roger, là, qui prenait ses traitements, mais qui n'était pas malade. Mais par exemple, comme tu dis, c'est exactement ça. Quelqu'un qui va dire, j'ai des hallucinations, venez, on va parler de votre schizophrénie. Il viendra pas parler. Ça, s'il l'a pas intégré. Ouais. Par contre, si on dit, venez, on va parler de ce qui vous arrive, de ce qui vous inquiète. Du coup, là, ça peut être une première marche vers l'insight, vers la prise de conscience de ce qui est compliqué. Et donc voilà. Et donc la dernière étape. Ok, ça te va là? Ouais, nickel, vas-y. Donc la dernière étape, du coup, après les actions, après c'est ton groupe. C'est la piqûre. Ouais, Roger, tu prends ton traitement. C'est la piqûre. On va te piquer, Roger. Il n'y a que ça, on roule pour les labos. C'est vrai. Voilà. Surtout donc, toi. Surtout moi. C'est vrai que d'ailleurs, il faudra qu'on parle. Oui, Jérémy Ferrari. J'en reparlerai à la fin de mes recours. Et du coup, oui, l'idée, c'est la dernière étape, c'est qu'on fait un bilan final. Ok. Ouais, un bilan éducatif final, un bilan final partagé, voilà, bref. On fait un bilan final qui va pour se dire, après les actions, on évalue ensemble, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce qu'on a appris, mais de façon réciproque. C'est-à-dire que moi aussi, je vais dire, j'ai trouvé ça impressionnant ce que vous avez partagé, ou je vous ai trouvé un peu en retrait sur ce sujet-là, alors que c'était un peu important pour vous. Voilà, essayez d'aller... Et la personne, le patient, peut dire ce qu'il a pensé de toi. Ouais, il peut dire... T'as été nul. T'as été nul, c'était de la merde. Mais vraiment, bien sûr. Bien sûr, l'idée, c'est d'arriver à poser le contexte pour que ça lui soit possible. Ok. Voilà. Donc, si on a atteint les objectifs, ou que Roger, il en a plein le cul, qui veut arrêter là, alors c'est un bilan final. Ok. Si ça lève d'autres questionnements chez Roger, qu'il a envie de se poser d'autres questions, ou s'il a envie de se reposer les mêmes questions, Parce qu'il est oublié. et qu'on leur propose les mêmes choses qu'il a peut-être un peu oublié, et du coup ça devient un bilan intermédiaire. Ok. Et on repart au début. Je comprends, ok. On refait un tour de circuit. Comme ça, on peut... Ouais. Moi, j'avais une question, du coup, générale. C'est pas tout à fait sa place dans notre chronologie, mais pourquoi le TP ? Pourquoi toi et le TP ? Plus personnellement. Waouh. Alors, c'est une très bonne question. Bon, là, c'est un peu lié à mon histoire personnelle. Ok. On va dire. Du coup, je regrette de l'avoir posé. Je vais répondre, ça me va. Ok. C'est-à-dire que on a tous, je Quelque pense... chose en nous de Tennessee. Très 80 encore. Je vais m'amuser au montage à mettre des petits fonds musicaux. Oui. Oh, tu vas prendre plaisir à réécouter cet épisode. Allez, je t'écoute. Non, mais voilà, je vais la faire dans les grandes lignes. On a tous dans notre entourage des gens qui souffrent de maladies chroniques. Ouais. En ce qui me concerne, si je suis arrivé en psychiatrie, c'est peut-être parce que... Alors, j'ai identifié ça après. Avoir fait mon orientation. En rétrospectif. Et après m'être vraiment lancé fort dans le TP. C'est après que j'ai compris ce pourquoi j'étais allé dans ce... Je t'ai jamais raconté... La diarrhée chronique. La diarrhée chronique. Non, je t'ai jamais raconté ce pourquoi. Non. Et du coup, moi, j'ai dans ma famille beaucoup de personnes qui ont souffert ou qui souffrent de troubles psychiatriques divers et variés. Ok. Bref. Beaucoup. Oh, beaucoup. Ouais. Ok. Et je me suis... donc, j'ai pris conscience après ce pourquoi j'ai fait ma formation infirmière que pour aller en psy. Ok. Et c'était intéressant d'ailleurs de me rendre compte de ça. Et d'ailleurs, c'était parce que, puisqu'on est là pour déstigmatiser, c'était au cours d'une thérapie que j'ai fait moi-même pendant en gros une dizaine d'années. Ok. Voilà. Et j'en suis très fier et je suis très content d'avoir fait ce chemin-là. Et le pourquoi de l'ETP, c'est parce que c'est là que je vais mettre un petit fond musical violon. Ok. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi j'ai fait l'ETP, parce qu'en fait, clairement, j'ai jamais pu aider mes proches. Ils ont jamais été d'accord que je les aide. Avant, bien avant que je sois soignant, ou que je pense à être soignant. Ils ont jamais accepté le fait que je puisse les aider. Ça a été plutôt du rejet. Ok. Ils m'ont plutôt rejeté.
quand j'ai voulu les aider. Et du coup, tu vois, il y a quelque chose qui est peut-être un peu réparateur là-dedans, mais c'est vraiment a posteriori que j'ai identifié ça, d'accompagner des gens à prendre conscience qu'ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes dans leurs troubles psychiques. Ouais. Tu vois, là, on est en plein dans le thème d'un truc, voilà. Et je m'épanouis totalement là-dedans, parce qu'en fait, il y a un côté, il y a un côté même un peu dans le TP, il y a ça, mais un peu militant. Ouais. Des fois, un peu de se dire. Un peu casse-couille de temps en temps. Un peu casse-couille de temps en temps. Non, mais c'est quand même un parti pris dans la posture soignante. Et en tout cas, c'est pas neutre, c'est aussi dans les équipes un peu poil à gratter. Ça peut des fois, on voit aussi que on parlait d'évolution sociale, mais effectivement, on voit aussi que la société elle est traversée par plein d'évolutions, plein de changements de valeurs, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a à la fois des choses aussi très horizontales, mais on voit aussi les questions de sécurité aussi prendre aussi pas mal de place dans les services en psy, notamment sur les questions d'ouverture, de fermeture des portes, de traçabilité, de cotation, le fait aussi des sorties. Et donc on voit aussi que c'est traversé la psychiatrie, mais comme toute la société, par tous ces courants-là, et que la posture horizontale, le TP, elle vient des fois questionner certaines choses, elle vient emmerder certains trucs institutionnels. Donc c'est pas si simple que ça, d'où le côté militant. Moi, c'était plutôt pour la blague de dire tu me casses les couilles, mais je pense que ça peut être un peu chiant pour certains trucs. Et puis on le voit aussi, c'est le TP dans la posture soignante, c'est un peu le bordel, quoi. C'est-à-dire, il y a rien qui peut être réellement très formalisé, c'est partir aussi du patient, il n'y a pas de recette identique et fixe, ce qui est pour les administratifs qui nous gouvernent très facile. Donc effectivement, je pense que ça peut être chiant. Puis j'en joue je trouve ça intéressant d'aller dire à des soignants en fait nous on sait rien. C'est les patients qui savent. Et quand ou c'est tel ou tel, c'est Roger qui sait. Moi je sais rien, c'est Roger qui sait. Et quand les patients me disent quand les soignants me disent mais Roger il est dans le déni, tu vois, il y a un décalage, mais c'est ça qui est intéressant. Mais même s'il est dans le déni, c'est lui qui sait. C'est lui qui sait pour lui. Personne ne sait mieux que lui pour lui. Et c'est d'autant plus complexe dans le monde de la psychiatrie où il y a cette notion de soins sans consentement. Bien sûr. Ouais. Mais avec tout aussi ce paradoxe de se dire, Roger, même s'il sait, il n'a pas réussi à gérer, il s'est retrouvé au hospice. Donc il y a toujours ce paradoxe-là en même temps de se dire, c'est hyper important de partir des personnes, des difficultés, mais tout en sachant aussi qu'elles ont en partie aussi besoin d'aide sur ces choses-là et trouver le juste milieu, quoi. Mais tu vois, là, tu dis, Roger, il sait, mais il s'est quand même retrouvé en psy, même s'il avait un super insight, Roger. Ça va marcher pour toutes les maladies chroniques. Et donc, j'ai peut-être pas souligné tout à l'heure, mais le TP, ça s'adresse que aux maladies chroniques, du coup. Mais par exemple, un diabète, quelqu'un qui maîtrise parfaitement son insuline, ses dextro, qui est hyper calé dans tous ses rendez-vous, qui est au cordeau, il peut quand même décompenser son diabète. Bien sûr, et ce sera pas de sa faute. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça qui est... ça rend humble, quoi. Ça rend humble et ça doit nous rendre humble. Personne n'est tout puissant. C'est certain. On est juste là pour accompagner les gens. Ouais, bien sûr. En tout cas, ça, c'est un truc qui me semble hyper important à dire. C'est aussi que le fait que les patients aient des connaisses et le savoir expérientiel, même s'ils font tout ce qu'il faut de bien, ils peuvent malgré tout à nouveau traverser d'autres périodes difficiles. Et c'est aussi important, ça je pense, de le dire dans les programmes ou de manière informelle, mais de dire que en fait des fois ça nous dépasse et l'évolution des troubles des fois prend le pas sur tout le reste, quoi. Ouais, carrément. Oui, c'est sûr. Ouais. On est tout puissant. En tout cas, moi, je pense mieux saisir. Alors, on en parle souvent, mais c'était bien aussi de pouvoir à nouveau en reparler ensemble. Il y a 2-3 points qui m'éclairent un peu plus. T'avais d'autres éléments, toi, à apporter sur le TP J'avais 1 milliard de trucs et je vois que ça fait 1 heure. Et il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé. Ouais, on a le temps. Donc, soit on continue là, soit je fais un teaser sur plein de trucs, on continue là. On peut continuer, ouais. Parce qu'en fait, tu vois, quand on disait que le TP, ça venait un peu faire bouger les lignes, tu vois, faire un peu bouger les représentations qu'on peut avoir de ce qu'est un patient, de ce que peut faire un patient, ce que peut recevoir, ce que peut comprendre un patient, mais aussi du côté des soignants. Quelles sont les connaissances qu'on a d'une personne, finalement, qu'on suit même depuis 20 ans. Vraiment, est-ce qu'on la connaît vraiment et en fait,
la notion de la question des représentations qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui est super important parce autant on travaille sur nos représentations de soignants, de ce que c'est être un soignant, autant on doit aussi accompagner les patients vers leur représentation de ce qu'est leur maladie, de ce que sont leurs troubles, de ce que voilà. Et en fait, il y avait quelque chose il y avait une image que je trouvais intéressante, qui est celle de... On va philosopher. T'es prêt ? La caverne. T'as plus de bière, hein. Ouais, la caverne. C'est l'allégorie de la caverne de Platon. En fait, je trouve ça... c'est un exemple qui est intéressant parce que... ça te parle du coup ? Ouais. J'explique quand sûr, même. ouais. Puis tu me dis si je dis de la daube. Okay. Bah, si ça se trouve, je sais moins bien ce que c'est que toi. Ouais, sans doute que tu sais très bien. Ben, en fait, c'est un exercice de pensée, l'allégorie de la caverne, que Platon a proposé. Il faut qu'on imagine un peu une scène où il y aurait donc une caverne avec un seul accès à la lumière, une seule ouverture. Et qu'au fond de cette caverne, il y a des gens, donc pour Platon c'est des hommes, mais nous on est moins sexistes, on dit des hommes et des femmes. Okay. Voilà. J'ai cassé Platon. Et du coup, donc il y a des personnes qui sont au fond de cette caverne-là, enchaînées, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas se retourner, ils sont dos à l'ouverture, ils sont face au mur du fond. Du coup, ok, t'as l'image. La lumière arrive donc dans leur dos, ok. Et donc ils ne voient jamais vraiment les objets, ok, qui vont passer. Ils voient que leur représentation, que leurs ombres, que les ombres qui se projettent sur le fond de la caverne. C'est la seule chose qu'ils peuvent voir. D'habitude, quand je présente ça, j'ai toujours un petit support visuel. C'est pas simple. C'est de passer juste avant. Et du coup, ils ne voient que ça. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il faut se dire que ces ombres-là, pour eux, c'est leur monde, c'est leur réalité, c'est leur vérité. C'est comme ça qu'ils voient les choses, parce qu'elles s'affichent comme ça à eux. Et donc l'intérêt de la réflexion que va apporter le TP, mais plein de réflexions autres que ça, mais là en tout cas pour le TP, c'est d'aller se dire, peut-être que ce qu'on voit, c'est peut-être pas tout à fait la réalité, peut-être que ça peut être intéressant d'aller voir un peu ce qu'il y a vraiment physiquement en dehors, ce qui crée ces ombres-là, en sachant que, en plus dans notre société actuelle, on a des choses qui vont venir déformer ces ombres-là. Je veux viser personne, mais si on part sur les médias type Facebook, des journaux télévisés sensationnalistes, des chaînes télévisées sensationnalistes, des choses comme ça un peu, qui vont faire des gros raccourcis. Tu vois, là, il y a quelque chose qui va venir déformer l'ombre. Bien sûr. Et si on prend l'exemple de la schizophrénie, tout un chacun qui va être assis au fond de la caverne, qui va regarder le mur, avec les belles ombres qui vont être bien déformées. Ils vont flipper parce que ces ombres-là, elles sont très menaçantes parce qu'elles sont passées par ce filtre-là. L'allégorie de la caverne marche très bien sur la schizophrénie. Ouais, t'as vu, hein, non, mais je trouve ça fou. Mais du coup, et c'est ça que j'aime bien aussi expliquer quand je saoule des soignants ou des apprentis soignants, c'est que du coup, les soignants, ils ont une responsabilité. C'est-à-dire que on est censé avoir eu des informations qui soient différentes des représentations de ces ombres-là par nos formations. Donc on est censé savoir par exemple ce que c'est la schizophrénie, puisqu'on est déjà sorti de la caverne par cet apprentissage-là qui nous a obligés à sortir de la caverne. Et du coup, ça nous donne une grosse responsabilité. Ça nous donne la responsabilité, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait ce podcast. Ça nous donne la responsabilité d'aller dire aux gens, faites bien gaffe parce que les ombres que vous voyez, elles sont déformées. Et c'est peut-être pas comme ça. Questionnez-vous bien là-dessus. Voilà. J'ai bien expliqué. Ouais, c'était parfait. J'ai failli pleurer. Donc voilà. Ne pas s'arrêter aux apparences, quoi. Vraiment arriver à continuer à se poser des questions. Mais en fait, j'aime bien prendre cet exemple-là, mais c'est un peu. Faut s'imaginer, pour prendre un exemple un peu plus contemporain, Matrix. Oula. Et ouais, non, mais c'est carrément l'allégorie de la caverne. Matrix. C'est tu choisis ta pilule, quoi. En gros, tu choisis d'apprendre. Tu prends la pilule bleue, tu choisis de rien savoir et de bleu, tu prends la pilule rouge, quoi. Donc les soignants, logiquement, on a été formés, donc on a pris la pilule bleue, donc on sait. On peut pas revenir en arrière, donc on doit dire, on doit expliquer, on doit sauver des gens.
Je vais faire une vraie confidence. J'ai pas vu Matrix. T'as pas vu Matrix, ça y est, c'est bon. On arrête le podcast. Fin du podcast. Salut, Ok. générique de fin. Alors, mettre le générique. général, Oui. autre concept important, autre chose importante. Ouais. Le langage commun, on en a parlé. Pas trop, hein. Pas trop, ouais. Ouais, pas trop, c'est important. J'imagine. Mais si- Est-ce que moi je pourrais le faire, le langage commun? Si j'essaie de deviner ce que c'est. Bah, tu sais ce que c'est, vas-y. C'est la capacité, du coup, à parler le même langage, c'est-à-dire à parler au même niveau. Tant d'un point de vue du vocabulaire que des capacités cognitives de la personne, son niveau socio-culturel. Et donc, c'est s'adapter, c'est parler au même niveau, de manière aussi très basique. Mais une des premières choses qu'on apprend, c'est aussi de regarder au même niveau. Quand on est au chevet d'un patient, d'une personne, c'est s'asseoir pour que nos regards soient à l'horizontale, qu'on puisse se voir. Donc, j'imagine que c'est la même chose au niveau du langage et de la forme de l'entretien, quoi. Bah ouais, en fait, non, ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme qui est un peu dévoyé. C'est-à-dire que dans le monde soignant, le langage commun, on en entend parler depuis un moment, sauf que bien souvent, c'est d'apprendre aux patients à utiliser nos mots. Tu vois, on en revient vraiment, c'est en ça qu'on en a déjà un peu parlé, c'est quand on dit Ouais, bien sûr, ouais. la schizophrénie. Donc du coup, on va dire à un patient, bah, vous souffrez de schizophrénie. Et on va lui dire, bah, faut utiliser nos mots maintenant. La schizophrénie, c'est notre monde, quoi. Et en fait, le langage commun, c'est prendre le contre-pied de ça un peu, dire c'est de quoi vous souffrez, vous? Qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Eh ben ok. Vous avez une dépression qui vous procure des troubles hallucinatoires? Ben allez, on parle de dépression. Ouais. Vendu. J'imagine aussi que ça peut être la recherche à la fois d'une troisième voie, c'est-à-dire d'une voie aussi probablement un peu intermédiaire entre les deux, quoi. C'est ça. On revient au convenir ensemble, à l'accompagnement, à marcher sûr, à ouais. côté. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. C'est cette idée-là d'accueillir l'autre avec ses représentations aussi. Ok. Voilà. C'est. Ouais, j'entends. J'ai envie de parler d'un truc qui me plaît bien Ouais. encore. Là. Allez, il va falloir faire un petit effort. Je sens que t'es fatigué. Il va falloir faire un petit effort. Là, c'est le moment d'aller faire pipi. Ok. Les gens qui nous écoutent. Et après, on reprend tranquillou, mais tes pauses. C'est ça qui est formidable avec le podcast. Donc, pour explorer un peu plus ce que c'est que la posture soignante, ok? Du coup, on parlait de posture soignante en éducation thérapeutique du patient, donc on peut parler de posture éducative. Ok. Ouais. J'avais écouté une interview d'Alexandre Jolien quand il avait sorti son film avec Bernard Campan, ça doit dater d'1 an et demi, à peu près. Et il parlait de ça, il parlait de représentation, tu vois, et pour illustrer un peu l'importance de désapprendre un peu ce qu'on a appris pour se mettre sur un niveau d'égalité avec la personne qui est en face de nous. Il expliquait que... c'était trop bien, mais il faut que je me restructure un petit peu. Il a donné cette phrase, parce que Alexandre Jolien, du coup, on peut le rappeler, c'est un philosophe qui souffre d'infirmité motrice cérébrale, voilà, depuis la naissance. Donc, allez voir toutes ses interviews. Il est formidable, Alexandre Jolien. C'est un maître à penser incroyable. Et il avait dit cette phrase-là. Tu vas mettre un truc? Non, Ah, Fred. Il avait dit cette phrase-là. J'allais vérifier s'il avait bien une infirmité motrice cérébrale. Oui, si, mais ça c'est sûr. Ok, toi. Qui est dû à, pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, à un étranglement du cordon ombilical. C'est du propre. Voilà, c'est du propre. Wow. C'est comme ça. Et il en a fait, enfin là, on va vraiment parler de résilience, il en a fait une vraie force. Et donc, il citait cette phrase-là, bouddhiste du coup, le Bouddha n'est pas le Bouddha, c'est pourquoi je l'appelle le Bouddha. Là, on a perdu tout le monde et c'est normal. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il a détourné cette phrase-là, et vous allez comprendre petit à petit avec les divers détournements ce que veut dire cette phrase-là. Le handicap n'est pas le handicap, c'est pourquoi je l'appelle le handicap. En fait, ce qu'il dit, c'est... Moi, j'aime bien prendre l'exemple de... Et il avait dit aussi, ma femme n'est pas ma femme, c'est pourquoi je l'appelle ma femme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends conscience que ma femme n'est pas juste la représentation que j'ai d'elle-même, mais qu'elle est bien plus que ça. Donc, à partir du moment où je prends conscience que ma femme n'est pas simplement, là je fais des guillemets avec mes doigts, simplement ma femme, alors
je peux l'appeler ma femme. Alors je peux la reconnaître comme étant l'individu complexe, beaucoup plus complexe que la représentation que j'en ai. Donc c'est intéressant quand on le met avec le handicap. Le handicap n'est pas le handicap. C'est pourquoi je l'appelle le handicap. C'est toujours se dire que faut se méfier du regard qu'on peut avoir sur les autres et surtout se dire qu'on est responsable du regard qu'on porte sur l'autre. On est responsable par la façon dont on va regarder la personne, par la façon dont on va lui donner de la place, de l'importance, de la considération ou non. On induit quelque chose chez elle, on induit quelque chose dans la relation. Et c'est vraiment de se dire, voilà, ce que je perçois, ce que je sais, c'est pas suffisant pour comprendre l'autre dans sa complexité. C'est arriver à dépasser un peu... Là, je t'ai perdu. Je sens... Non, pas ça du va. tout. C'est arriver à dépasser un peu ça et je trouve ça vraiment passionnant et d'une humilité, moi, qui me fascine. Et c'est un mantra incroyable. Je comprends, Maître Yoda. Ah non, mais moi, ça me... Voilà. Ça repose les pieds sur terre, ça repose les choses. Et Le TP n'est pas le TP, c'est pourquoi je l'appelle le TP. Eh bien, c'est exactement ça. Et tout à fait. Ouais. Voilà, ça me... Je te vois tout joyeux. Ah ouais, ça fait du bien. Ok. Ça fait du bien, c'est la vraie vie, quoi. Ben du coup, on a le temps ? Ouais ? Oui, bien sûr. Non, mais parce que du coup, ça me fait penser à là, on était dans les années 80. On va repartir un peu, à peine avant. Ok. 3 ans avant 77. Ok. Je crois que je te l'ai jamais raconté ça. Ça s'appelle la drôle d'expérience. Ok. En fait, c'est quelque chose qui a été fait par 2 chercheurs, 2 sociologues, je crois. Ouais. C'est Leake et King. Ils ont fait une... Link. Non, on n'est pas dans Zelda, je suis désolé. Leake et King. Ok. Pas Link. Ok. Ok. Et Pas Burger King non plus. je crois que c'est aux États-Unis. Pas Burger King. Non plus. En fait, ça m'intéresse pas. Ok, non, bah, laisse pas. En plus, c'est quoi ? Non. C'est aux États-Unis. Ah putain. On arrête. Mais voilà, après c'est... Il y avait tellement de potentiel dans cette anecdote. Et Ouais, on va vraiment. s'arrêter Je vais quand même. Vas-y, je t'en prie. Les États-Unis ne sont pas les États-Unis, c'est pour ça que... C'est ça. Donc en gros, Tu sais que si on commence comme ça peut foutre le merdier, on peut faire que des phrases comme ça. on peut faire que des phrases comme ça. Les phrases comme ça ne sont pas que des phrases comme ça. King On les n'est appelle pas des King, phrases comme ça. c'est pour ça que je l'appelle King. Exactement. Ok, vas-y, je t'en prie. Donc le contexte. Ok. Mais si je t'ai pas raconté, je suis content parce qu'elle est... États-Unis, 1977. Ouais, elle fait Quel état qu'on puisse faire un petit... Les États-Unis. Ok. Je sais pas. Donc pour le contexte, en fait, c'est... Donc ça se passe aux États-Unis, c'est une équipe de psychologues Ouais. qui a testé des patients de 3 programmes différents pour des patients alcoolodépendants de Ok. quartiers pauvres. Ok ? Donc dans les patients, il n'y avait pas de différence significative entre patient test et patient témoin. Comme toute expérience, tu as les tests sûr, et les témoins. Ok ? Donc, pas de différence significative, que ce soit au niveau de l'âge, des habitudes, du contexte socio-économique, des traitements essayés. Ils avaient tous perdu leur emploi, et ils avaient tous un casier judiciaire, et membres des alcooliques anonymes. Voilà à peu près pour les points communs. En gros. Ok ? Le chat participe. Faudrait qu'on lui file un petit micro-cravate, Ouais, ça serait c'est tellement classe. Ou faire de l'éducation féline. Une petite croquette comme ça. Ça peut être Ok. bien joué. Tu n'arriveras pas à terminer cette année. Je n'arriverai pas. Donc, l'équipe des psychologues, Ok. elle est parvenue à identifier 2 catégories de patients parmi ces 3 programmes différents. Ok. Donc, il y a ceux qu'ils ont nommés, c'est pas un très beau terme, mais voilà, qu'ils ont nommé haut potentiel de rétablissement, donc Ok. HPR, Ok. haut potentiel de rétablissement, et non HPR. Ok. D'accord ? Donc, ceux qui sont Les losers. les losers. Et donc, au cours de l'expérience, selon les équipes soignantes, les patients, selon les dires des équipes soignantes, les patients HPR, donc à haut potentiel de rétablissement, ils se sont montrés plus impliqués dans les soins et plus coopératifs, ok ? Plus ponctuels dans leurs rendez-vous, ok ? Capables d'une plus grande maîtrise d'eux-mêmes, davantage attentifs à leur apparence et plus déterminés à rester sobres. Donc, les bons joueurs, quoi. Le top du top. Ouais, la bonne équipe. Sauf que.
Et donc, suite à l'expérience, tu la connais ou pas? Non, je sais plus. Ouais, si. Et suite à l'expérience, une évaluation. C'est dommage, j'avais envie de te faire le petit mindfuck à la fin, mais suite à l'expérience, ils ont fait une évaluation à 12 mois de ces patients HPR et non HPR. OK? Et donc, ce qu'ils ont retrouvé, c'est que les patients HPR avaient un taux d'abstinence plus élevé un an après que les patients non HPR, avaient donc une plus longue durée d'abstinence, moins de dérapage, OK, moins de reconsommation, et plus de retour à l'emploi. C'est trop bien. Donc ça veut dire que l'échelle pronostique, elle était fiable, parce qu'ils ont pu déterminer, ils ont pu dire, ceux-là, ils vont s'en sortir, ceux-là, ils vont pas s'en sortir. Putain, c'est trop fort, quoi. Mais vu que c'est des psychologues qui ont fait ça... Ils sont fourbes. Ben, en fait, donc tu sais, mais ce qui est passionnant là-dedans, c'est de savoir quels étaient les paramètres de cette échelle-là, parce que pour l'instant, j'en ai pas parlé, les paramètres de cette échelle. La couleur de peau. Je ne cautionne pas ces propos. On était aux États-Unis. Professeur, ces propos sont inadmissibles. Non, je ne veux pas le savoir. On était aux États-Unis en 1977. OK. Bon, c'est dur. N'empêche que, si je Quels critères? un peu de sérieux, les critères qui sont très précis, très rigoureux, et on imagine que ça a dû reprendre beaucoup de temps pour établir ces critères-là. En fait, il n'y en a qu'un. Le seul critère des choix des patients à haut potentiel de rétablissement et des autres, c'était le hasard. C'était vraiment le hasard. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit aux équipes soignantes, celui-là, il est au potentiel, celui-là n'est pas au potentiel. Et en fait, on en revient à Julien. C'est ce qui a joué là-dedans, c'est ce que les soignants ont transmis, c'est la façon dont les soignants ont cru aux patients qui fait qu'ils s'en sont bien sortis. C'est juste ça. C'est incroyable. Et du coup... C'est exactement les mêmes choses que pour l'éducation. Mais oui, mais c'est ça, c'est de toujours... Et du coup, là, il y a un lien à faire avec un chaud doudou. À moi, quelque chose qui à chaque fois me remplit de joie. M'envoie dans le monde des bisounours. Il y a un lien à faire qui est évident avec Carl Rogers et ce qu'il nous a apporté comme concept, parmi lesquels la démarche centrée sur la personne et la fucking, parce que c'est toujours comme ça, la fucking considération positive inconditionnelle. C'est toujours de se dire que quoi qu'il arrive, quel que soit le contexte, rester persuadé que le patient est capable de s'en sortir, que le patient est capable du meilleur. Parce que si nous, on ne croit pas en nos patients, eh ben, qui ? Tu vois ? Mais ça c'est certain, puis c'est vraiment des choses c'est vraiment aussi des choses qu'on voit dans les services, dans notre pratique en général. C'est que si effectivement nous on n'y croit pas, en fait, il y a plus grand monde qui y croit, quoi. Et donc, notamment pour les maladies chroniques, mais que ce soit les maladies chroniques, mais aussi les addictions, effectivement. Donc, le fait, d'être inconditionnellement soutenant, inconditionnellement présent, tu ne marcheras jamais seul. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est aussi quelque chose Je connais pas du tout, tu ne marches, pardon. tu ne marcheras jamais seul, c'est pas un truc de bouseux, non? De bouseux, de footballeur. Ben voilà. L'hymne de Liverpool. Mais en tout cas... Je te le mettrai un petit coup. Parfait. Si ça te fait plaisir. Ou alors, tu le chantes, mais... Vaut mieux pas, sinon je vais être tout seul si je me mets à chanter très vite. Mais plus sérieusement, c'est aussi le soutien inconditionnel, c'est quelque chose d'assez salvateur, dans le sens où, du coup, le soutien n'est pas conditionné à ce qu'on fait et à l'image qu'on peut avoir et ça c'est des choses assez importantes, le fait d'avoir quelqu'un qui peut soutenir peu importe les moments de joie, les moments de peine, si on a fait quelque chose de bien ou pas, et ben c'est quelque chose vraiment d'hyper fondamental. Donc je peux effectivement croire que c'est très nécessaire pour les soignants. Ça impose forcément un regard bienveillant sur le patient, sur ses histoires, ses capacités, son potentiel. Enfin voilà, ça impose vraiment ça, quoi. Et ça c'est confortable en fait en tant que soignant. Ça paraît complexe parce que en fait, là en plus je viens de parler de patients qui souffrent d'addiction. Ouais. C'est compliqué parce que du coup quand on est soignant, ça nous met vite face à nos limites. Ouais. Parce que c'est des patients qui vont souvent reconsommer, redevenir dépendants, puis devenir abstinents à nouveau, et puis
Il y a des cycles comme ça, il y a plusieurs essais, souvent avant que ça fonctionne. Et c'est aussi une maladie chronique. Voilà. Et du coup, ça peut vite nous faire toucher nos limites de soignants et donner parfois envie de lâcher l'affaire et dire de toute façon, il s'en sortira pas. Ouais. Et c'est exactement le contre-pied de rester persuadé que... Bien sûr, ouais. Ben si, allez, s'il en est là, c'est... On pourrait parler du libre arbitre, là, tu vois. Ouais. Mais le libre arbitre existe-t-il, professeur? Non. Voilà. Du coup, s'il en est là, c'est une addition Bien sûr, ouais. de choses qui lui sont arrivées. En aucun cas, c'est lui qui choisit Qui est responsable de ce qui lui boire, arrive. et c'est pas lui qui est responsable de ça. Donc, si on part de là, on peut se dire que ça peut être intéressant, s'il n'est pas responsable de ça, de rester toujours dans ce regard positif, Inconditionnel. cette considération positive, de dire, c'est pas sa responsabilité, je suis là, et on en parle. Puis à la fois, c'est une posture qui est à la fois éthiquement juste, mais probablement stratégiquement juste aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'autre manière d'être pour être efficace. Et toute autre posture est éthiquement plus discutable et surtout moins stratégique. Ça peut, ouais. Et surtout, avec cette posture-là, on répond à la difficulté de se trouver en situation d'échec quand on est soignant. Bien sûr, ouais. Parce que du coup, on accompagne, il n'y a pas de condition, c'est pas un échec, c'est pas une fin, c'est une continuité. En général, c'est le moment. Votre phrase préférée de Dr Patch. Ah. C'est le moment de Bien la joué. sortir. Bah, du coup, je te propose qu'on passe du coup aux recommandations. Ouais, Est-ce qu'on peut conseiller ce qui nous a marqué? ouais. Comme Eh ça, ben, Dr Patch, du coup. Bah ouais, en général. Dr Patch, Ouais. quoi. Dr Patch, c'est mon film numéro 1, on va dire. C'est un film avec Robin Williams. J'ai rien dit. Non, Robin Williams, comme Robin Hood, mais Williams. Ok, ça va. C'est un film que je conseille systématiquement tout le temps à tout le monde, tous les gens que je croise dans la rue, ma boulangère, tout le C'est vrai. je saoule. Il me l'a conseillé. Et tu l'as jamais vu? Et si je l'ai vu, Ah, c'est parce que tu m'as offert le DVD. Ah, c'est Sinon, pour ça. j'aurais pu faire genre. T'as pas d'excuse, effectivement, quoi, je l'ai tu t'es vu. compté. Tu m'as niqué, mais je te soupçonne aussi de l'offrir en DVD à tous les autres. Tout le temps, tout Ouais. le monde. Voilà. Tu es la seule personne à qui je veux faire ce DVD. Ça, c'est ce que tu dis à toutes les personnes. Je dis ça à tout le monde. Ok, effectivement. ça Ma boulangère. Bon, alors, Dr Patch. Dr Patch. Donc je dis juste le début. Voilà. En fait, Dr Patch, c'est quelqu'un un homme qui fait une tentative de suicide. Ok. Et d'ailleurs, on en reparlera du suicide, n'est-ce pas? Peut-être. Dans un prochain opus. Qui fait une tentative de suicide, qui ne parvient pas à mettre fin à ses jours et qui se retrouve hospitalisé dans un hôpital psychiatrique en années 70-80, dans ces eaux-là par là, aux États-Unis. Alors, c'est un film à partir d'une histoire vraie. Ok. Dr Patch. Allez pas regarder la bio du gars avant d'aller voir le film. Ouais. Et puis, Dr Patch, Robin Williams Oui. est un peu mieux que le vrai Dr Patch parce que, point faible, il est très moche. Le vrai Dr Patch? Le vrai Dr Patch, il est C'est moche. vrai? Ouais, Avec son poulet sur la tête en plastique, là? Ouais, il est dégueulasse. Ouais. Ah, Ouais, ouais. je Et te puis il suis a pas. des cheveux longs dégueulasses. Non, c'est fou, arrête. Et une moustache dégueulasse. Non. Si, il est dégueulasse. Non, ça n'est pas professeur Raoult. Tu te trompes, tu fais un collège. C'est fou. Non. Peut-être qu'il y a Je une peux, sorte de... je peux pas te laisser dire ça. Cet homme rayonne, il est Ok. beau. Ah ben... Il est... Oui, probablement. D'une certaine beauté. Mais Non, c'est, disons qu'il a pas des canons c'est un esthétiques. humaniste. Oui, oui, oui. c'est- Oui, mais tu peux être humaniste sale. Stop. Non, tu peux pas être humaniste. Ouais, d'accord. Ok. Ah, il est pas exceptionnel. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Si, alors on va rentrer dans le débat de qui est le plus beau. Entre Henri Laborie et Dr Patch. Oui. Et franchement, Donc, Henri Laborie ce film-là, gagne. Henri Laborie gagne haut la main. Ce film. On va dire aux auditeurs, en général, Oui. allez regarder une photo d'Henri Laborie, qui est mon idole. Allez regarder une photo du vrai Dr Patch, et ben vous allez pas être déçus du voyage. Et je pense qu'en commentaire, vous pourrez nous dire qui gagne. On pourrait même lancer un petit sondage. Henri Laborie versus Dr Patch. Mais tu vas te faire laminer, mon gars. Mais alors. Il est foutu, ok, Dr bah, Patch. vas-y, ok. Et Dr Patch, il était encore en vie, franchement, il referait une tentative de suicide. Alors, il est pas mort.
Ok, eh ben, Pas que je sache. il va mourir à cause du sondage. C'est tellement violent ce que tu me fais là, tu te rends pas compte. Je sais. Je ne cautionne pas ces dires là. Non, mais voilà. Les gens ont besoin de savoir. Je vais juste retourner sur l'explication du pardon. synopsis, mais juste, ça en dit long sur ta personnalité. Vous ne le connaissez pas, c'est un homme. Alors, peut-être pour Dr Patch, mais son âme est belle, pas la tienne. Mon âme est aussi noire que la Black Porter. Voilà. Okay. Donc, mais c'est la vérité quand même. synopsis. Ok. Tu es sale. Synopsis. Donc, attends, je peux faire le synopsis. Dr Patch est vraiment pas très beau. En plus, dans le film, c'est Robin Williams. Il a une vie de merde et il fait une tentative de suicide. Et je te laisse continuer. Mais ça, c'est les 3 premières minutes du film. Ok. Il se retrouve en hôpital psy. Et donc, il se rend compte que il peut trouver un sens à sa vie dans les relations humaines. Voilà, dans ce qu'il peut avoir dans ce qui est de plus humain, dans l'échange, dans l'interaction avec l'autre. Et il commence des études de médecine. Ok. Et je dis pas la suite, mais c'est formidable. C'est une formidable réflexion humaniste sur le sens du soin, la place des patients, sur tout ça. Ouais. Combien j'ai de doigts? Ouais, combien vois-tu de doigts, en général? Ça, mets ta main devant le micro, c'est bien quand on t'entend pas aussi. Mais ok. voilà, vous regardez ce Donc film, c'est le best-of du best-of. pour la posture soignante. Posture ETP. Posture ETP. Dr Patch, il fait de l'ETP? C'est à fond de ça. Ok. Ça Et donc existait du coup, moi, je t'ai fait parler de Dr Patch pour la citation. Ouais. Alors, et là, la citation. le général est en sueur et il ne la connaît pas par cœur. Faut pas que... Non, mais faut pas que je m'arrête. Alors, qu'est-ce que c'est que cette citation, général? Je ne lis pas. Ouais. La citation, une des citations du film, mais que vous comprendrez pourquoi je cite ce film dans cet épisode-là. Quand on traite une maladie, on gagne, on perd. Quand on traite une personne, je vous garantis qu'on gagne, quel que soit le résultat. Qu'est-ce que tu rajoutes à ça? Voilà. Hein? Et là, sous les yeux, présentement, La photo j'ai une photo de Dr Patch. Oui. Avec sa chemise multicolore, Ouais. dans les tons de rouge, violet, sa cravate jaune à pois noirs, Ouais. son nez de clown, ses lunettes rouges, Ouais. ses cheveux blancs et sa queue de cheval et sa moustache blanche qui... Un peu en guidon de vélo, la moustache blanche. Eh ben, voilà. Ouais, moi, ça me... Non. Ouais. Écoute, ça me rassure. Donc ça te passe... Par contre, trop je de pense qu'on a notre rubrique générale, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on fasse un duel de beauté entre deux figures de la santé mentale en général. Je te propose Carl Rogers contre Carl Rogers contre le gagnant de notre duel entre Dr Patch et Henri Laborie. Non, c'est chiant. Non, mais c'est chiant. On fera une coupe du monde. Je vais pas... Dr Patch sera éliminé dès le premier tour. Je vais pas aimer ce jeu. Ouais, moi j'aime beaucoup. Je vais pas... Je vais pas aimer ce jeu. Bref. Est-ce qu'on a tout dit? Eh ben écoute, à toi de le dire, mais en tout cas, oui, il me semble Ah, que... j'avais dit Jérémy Ferrari tout à l'heure. Oui, exact. Il faut que je te dise que je suis allé voir le spectacle de Jérémy Ferrari. Je suis fan de Jérémy Ferrari, j'ai vu tous ses spectacles. Il y a une sorte de continuum physique entre Dr. Ah bah Patch vas-y, là on peut en parler, là on peut faire un concours Jérémy Ferrari et puis tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il est, je pense qu'il est fité à fond quoi. Il est fité, il est taillé quoi. Ok, ah ouais, moi je sais pas. Ah ben voilà, Okay. là il a... Ah ça, j'aime mieux ce jeu. Non. Ok. Mais il y a un continuum physique entre Dr. Patch et Jérémy Ferrari? Oh, j'irai pas jusque-là. Ok. J'irai pas jusque-là. Ça marche. Okay. Non mais en vrai, son spectacle. Ouais, c'est de la bombe. Anesthésie générale. Ok. C'est une folie. Ok. T'es allé le voir où d'ailleurs? Tu m'as pas dit. À Besançon. Ok, il est passé à Bezac. Ok. Ouais, il repasse à Montbé. Il y avait du monde en mars, blindé 2000 personnes. Ok, ouais. Le spectacle c'est Anesthésie générale. Ouais. Presque 3h30 de spectacle. La vache. Ok. Et là t'en as pour tomber. Hein. Ok. Place pas trop cher, 40 balles je crois. Ah, ça va, ouais. 3h30 de spectacle. Un truc incroyable. Incroyable. Okay. Alors, ça s'appelle Anesthésie générale, c'est sur le monde de la santé. Ouais. En fait, il a un truc, lui, je sais pas, enfin,
Il a écrit son spectacle Alléluia bordel. Ok. Peu avant le scandale, changement de pape, tu sais, le pape le plus court de l'histoire, tout ça, peu avant tout ce bordel-là. Il a fait sa tournée. Il faut savoir qu'il met plusieurs années pour écrire chaque spectacle parce qu'il se documente énormément sur les sujets qu'il traite. Puis si le truc dure C'est 3h30 en même temps. Ah ouais, non mais puis bien vraiment écrire, il t'amène des données incroyables. Il a fait Vent de pièces à Beyrouth, Ouais. juste j'avais avant vu, les attentats. Le chat l'a vu, je crois. C'est ça. Juste avant les attentats. Ok. Pareil, il l'a documenté, un truc de dingue. Et là, il se documente pendant des années sur le monde de la santé parce que... Juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Pendant les manifestations, les grèves de la faim en psy, enfin voilà, Ok. des choses comme ça. Et il va... il apporte des choses qui sont... Enfin, en fait, il apporte beaucoup de lui Ok. parce qu'il souffre. Ouais, je crois qu'il a eu. J'ai plus tous les diagnostics, il y a pas il mal de les trucs, explique, ouais. mais... Il a pas eu TDAH. l'addiction à l'alcool. Addiction à l'alcool. TDAH. Il est au potentiel. TDAH, trouble déficit de l'attention et hyperactivité. Voilà. Avec haut potentiel. Ouais. Et puis en plus un truc atypique, j'ai plus exactement la dénomination, mais vraiment il t'amène tous les diagnostics. Et donc il explique un peu, enfin il déstigmatise beaucoup. Ok. Il fait beaucoup de bien à la santé mentale avec son spectacle. Ok. Et je suis très heureux qu'il fasse ça le comble dans toute la France. C'est un truc de dingue quoi. Ok. Ouais, 2020, il revient en mars 2024 à Montbé. Sa tournée elle se finit en 2024. Ok. Il fait tout est blindé. Ok. Tout est blindé. Et franchement, pour la santé mentale, il fait C'est le beaucoup, top du top, beaucoup de bien. ok. Alors, c'est sûr que c'est de l'humour noir, mais franchement, je suis sorti de là, je me suis pris une secouée d'engagement. Ouais. On parlait de ça tout à l'heure, de ce côté militant. Il s'engage, mais physiquement, 200%, Ok. intégralement, sur tout. Il amène toute son histoire, il amène beaucoup de lui, il te raconte sa tentative de suicide. Ok. Il fait des confessions, c'est unique. Mais il quoi. y a un continuum du coup entre Dr Patch et Jérémy Ferrari Ouais, sur la TS. exact, Ok. là-dessus. Et sur ce qu'ils en ont fait Ok. aussi. Et c'est fou. Alors, on va pas faire d'effet Werther Ouais. pour ne pas... Et ça, vous le verrez dans l'épisode du suicide. Mais du coup, voilà, on va pas glorifier ce que ça peut être le suicide ou la tentative de suicide. Mais c'est intéressant de voir le regard qu'il porte là-dessus. Il glorifie pas du tout ça, c'est au contraire. Et il amène les choses avec une vérité, une justesse. C'est incroyable. De toute façon, lui, il arrive à être à la fois très... Tu sens que c'est un gars qui est tellement humain. Tiens, voilà un autre point commun. Et il apporte ça avec tellement de force. Ouais. C'est fou. Tu rigoles, tu te fais secouer pendant 3h30. C'est Ok. incroyable. Je conseille ça à tout le monde. Ok. Et peut-être même que je retournerai le voir, quoi. Ok. C'est... Bon, on pourra le voir ensemble. Ouais. Ouais. Tu me payes ma place. Je sais pas si je vais retourner le voir. Ok, ça va. Voilà, je vais peut-être aller... Là, j'étais allé tout seul, en plus. Ok. C'était mon cadeau d'anniversaire. Putain. Ouais. Ok. Mais incroyable. Ok. Donc, allez voir ce spectacle. Regardez le sketch de l'homéopathie qu'on peut voir déjà sur YouTube facilement. Écoutez-le dans ses interviews. Il fait... c'est trop bien parce qu'en fait, il fait le taf qu'on fait en faisant notre podcast, mais en puissance 1000, quoi, parce qu'il a un auditoire très large. Mais Ok. c'est fou. Eh ben super. Ok, bah écoute, je regarderai moi en tout cas le sketch sur l'homéopathie que j'ai pas vu. Je verrai ça. Il est formidable. Ok, ça marche. T'avais d'autres refs? Est-ce que j'ai d'autres refs Oh, bah... non. Non, mais voilà, après, il y a des trucs... si vous voulez lire Carl Rogers, c'est super. Il parle pas de TP, mais en tout cas, on comprend bien la posture. Si vous voulez lire des livres, il y a ceux de Brigitte Sandra-Berton, qui sont vachement bien. Et dans la posture aussi, on va pouvoir lire des livres de Jean-Marie Revillot. Ok. Pour ce qui est le TP... J'ai cru que t'allais annoncer Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Non, Jean-Marie Le Pen. Il y a aussi...
On a pas mal de points communs avec la réduction des risques. La posture soignante, la réduction des La risques. posture des addictologues. En addicto. Ok, ce sera intéressant d'en parler un coup de la RDR. Ouais. La réduction des risques. Avec l'entretien motivationnel. Ouais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est au carrefour de plein de trucs, le TP. C'est au carrefour de plein de trucs et c'est vraiment quelque chose qui est fédérateur plutôt que clivant, quoi. Ouais, disons que cette posture soignante, elle fait aussi des émules en fonction de comment on regarde un problème. Ouais. Voilà. C'est lié à la bonne paire de lunettes, quoi. Voilà. Et que du coup, probablement que RDR, ETP, Réhab, ça fait beaucoup de réhabilitation psychosociale. Le TP fait partie des réhabilitations psychosociales. Regarde le même, enfin, sont en tout cas peuvent être synonymes sur certains aspects, quoi. Ouais. Ok. Eh ben écoute, Général, je pense qu'il est peut-être temps de s'arrêter là. Ça fait combien là ? Ça fait pas mal de temps déjà. Eh ben écoute, merci en tout cas pour toutes ces infos. 1h45. Ouais. Pas mal. Merci pour toutes ces infos. Je pense que c'était vraiment important de clarifier tout ça. Et puis on se retrouve bientôt. Bah carrément. Autour d'une autre merci bière. À toi. Merci pour les bières. Ouais. Merci pour l'accueil. Et puis on attend votre participation pour le sondage. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Salut. Through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on. Journée de plus en moins. On va aller dormir, puis demain on recommence. Je peux vous dire que Tavernier, c'est pas une sinécure. Ah, c'est pas faux.